Amis sportifs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Spectrum Télévision. Comme chaque mercredi soir, c'est la nuit du sport, votre magazine hebdomadaire de débat sportif. Au menu de cette édition du 4 mai 2022, on s'intéresse une fois de plus à la dernière sortie ou alors la dernière actualité autour de la grosse polémique suscitée par la sortie de l'entraîneur algérien Djamel Belmadi. Souvenez-vous, au lendemain de la non-qualification de son pays pour la Coupe du Monde de Qatar 2022, le match avait été perdu face au Cameroun et depuis, ça va dans tous les sens. La presse camerounaise est désormais indexée par Belmadi qui estime que ses propos ont été sortis de leur contexte. Que pensez justement de cette dernière sortie du sélectionneur algérien? Les questions au menu de la pause actu ce soir. Et puis, on débat deux thématiques ce soir. Tout d'abord, le 3 mai, que voit la presse sportive au Cameroun, pour la simple raison qu'hier, c'était la journée internationale de la liberté de la presse. C'est l'occasion pour nous de nous interroger un peu sur notre profession. Et puis, le 1er mai dernier, c'était la célébration de la fête du travail. Est-ce que sur le plan sportif, on peut véritablement considérer un sportif professionnel comme quelqu'un qui a un réel métier dans notre pays? La question donc est au menu du débat de tout à l'heure. Nos invités ce soir, Georges Bimbe, notre confrère de Radio Sport Info. Georges, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et juste à côté de vous, l'intermédiaire est avec nous, Jérôme Bango. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Lydie, bonsoir aux copanélistes et puis bonsoir à tous ceux qui viennent cette émission de sport. On est également en compagnie de Didier Yumkwa, homme politique, écologiste, analyste de sport aussi. Didier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Lydie Marquesa, bonsoir à mes co-débatteurs. Je salue tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être invité à votre plateau. Votre émission compte dans le paysage médiatique du Cameroun, et même au-delà des frontières. Merci bien Didier. On va donc rentrer dans la pause actu juste après cet arrêt obligatoire. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Le magazine par une note sur le cyclisme pour signaler que des coureurs camerounais participent actuellement au Tour cycliste international du Bénin. Et au lendemain de la cérémonie de présentation des équipes lundi dernier, le Camerounais Clovis Kamzon Abosolo de SNH a été classé deuxième à l'issue de la toute première étape du Tour qui a eu lieu hier mardi. Un classement effectué par les commissaires de la course après visionnage et analyse de la photo finish. Cette première étape, on le rappelle, c'est déroulé sur l'axe Boukombe-Djougou au Bénin, sur une distance de plus de 120 km. La deuxième étape se déroule ce mercredi entre Djougou et Parakou, sur une distance de 133,300 km. Rappelons que le Cameroun, en plus du Cameroun, 12 autres équipes venues d'Europe et d'Afrique participent au Tour du Bénin. La compétition se déroule en 6 étapes avec à la clé le Grand Prix de Cotonou, prévu le 8 mai prochain. Autre sujet donc au menu de la pause actu, justement, je vous l'annonçais dans l'introduction de ce magazine. La dernière sortie du sélectionneur algérien Djamel Belmadi qui continue donc de choquer. On en reparle évidemment encore ce soir. Vous le savez, depuis la non-qualification de l'Algérie pour la Coupe du Monde de Qatar 2022, le sélectionneur était monté au créneau pour dénoncer un certain nombre de choses, des propos qui avaient justement choqué pas mal
mal de personnes. La Fédération camerounaise de football était sortie pour exprimer aussi son indignation. La Fédération gambienne a suivi les pas quelques jours plus tard. Et puis dans une récente sortie, Djamel Belmadi, alors que certains attendaient peut-être un mea culpa, ça n'a pas du tout été le cas. Il est resté sur la même lancée et en accusant aussi dans la foulée maintenant la presse camerounaise d'avoir sorti ses propos de leur contexte. Alors, peut-être avant tout à l'heure de suivre un Vox Pop, c'est ce que les Camerounais pensent justement de ces différentes sorties de Belmadi. Georges, vous avez sans doute suivi cette autre actualité. Est-ce que vous attendiez aussi à un mea culpa de Djamel Belmadi? Naturellement, quand vous avez tenu les propos qu'il a tenus, éventuellement, on s'attend à ce qu'avec un peu de distance, par rapport au moment où il dit ce qu'il a dit, qu'il revienne à un peu plus de lucidité. Mais quand j'ai vu où il allait accorder cette interview, j'ai compris directement que ce n'est pas possible parce que pour la petite gouverne, c'est RMC et la ligne éditoriale de RMC, c'est de faire un peu dans du populisme. Et partant de cela, c'est pas, on ne t'invite jamais à RMC pour que tu sois poli, calme, rangé. C'est pour qu'à la limite, tu essaies d'aller plus loin. Moi, je reste constant sur ma position depuis le départ. Quand je l'ai écouté, je pense qu'il y a un peu de diversion dans ce qu'il fait. Belmadi ne peut pas. Et je suis même quelque part embêté pour le peuple, ou du moins les amoureux du football qui sont algériens, parce qu'ils restent aux commandes de cette équipe. Ouais. Tu ne peux pas, je rappelle que sous réserve du recours qu'ils ont introduit à la FIFA sur cette rencontre, la qualification se jouait sur 2 matchs. Donc, ok. Partons même de son hypothèse. Gassama a pris de l'argent, il est venu détruire le match en Algérie. Mais il y a eu un match aller, il pourrait gagner 2-0, 3-0 au Cameroun pour s'éviter... Encore qu'il a gagné voilà. Ce match. Il a gagné 1-0, mais je veux dire qu'il pourrait gagner 2-0, 3-0 pour s'éviter cela. Et je rappelle qu'à moins de 5 minutes de la fin du match, l'Algérie est qualifiée. La question, c'est est-ce qu'il aurait eu ce discours avec une telle violence si l'Algérie a été qualifiée? Et je termine en disant qu'en 2019, je crois que c'est demi-finale contre le Nigeria. On joue les toutes dernières minutes du match où il y a une décision un peu discutable, pas pour dire, parce que c'est mieux d'employer le terme discutable de Gassama, qui lui donne un coup franc à l'Algérie à l'entrée de la surface de réparation, transformée par Mahrez. Moi, je m'attendais à ce qu'à la fin, que Belmadi, ce jour-là, reconnaisse que Gassama, c'est le piètre des habits qu'on a eu en Afrique et qu'ils disent tout ce qu'il a dit. S'il pense, comme certains Algériens d'ailleurs, je trouve que c'est légitime de le penser, on a le droit d'avoir du ressenti. S'ils pensent qu'ils ont été lésés, ils ont introduit un recours, il dit. Ouais. La bienséance et les valeurs du sport, à travers notamment le fair play, demandent que vous restiez tranquille, vous attendez la décision. Mais c'est tout à fait le contraire qu'il est en train de faire Belmadi. Et partant de cela, on peut se demander s'il n'y a pas quelque part un agenda caché. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de lobbying à travers la communication? Est-ce que c'est pas une stratégie? Dans quel but? C'est-à-dire, quoi s'ils ont un recours qu'ils ont introduit, c'est peut-être pour influencer le comité qui est en place actuellement et qui penche sur le dossier au niveau de la FIFA. Peut-être qu'ils restent encore sur le choc émotionnel dû au fait que, justement, à quelques minutes du match, ils tenaient leur qualification. Et puis, sur un but de Kaltoko et Kambi... C'est possible, Lydie, mais Belmadi... on peut... Je rappelle quand même que plusieurs mois se sont écoulés. Tu peux le comprendre d'un simple citoyen algérien qui aime le football. Mais quand tu es entraîneur de foot, joueur de foot, journaliste, intermédiaire, tu dois avoir naturellement des prédispositions pour passer outre ce genre de situation. C'est-à-dire, imaginons même que tu as été floué dans le monde du football. Il y a eu combien d'injustices? Mais si les gens restaient à vitam aeternam sur ces questions-là, mais on n'avancera pas. On n'avancera pas, il dit donc. Quelques mois plus tard, qu'il en soit encore là, mais moi je crains pour l'Algérie. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à aucun moment, Belmadi n'a pensé qu'il a une responsabilité dans ce qui s'apparente aujourd'hui, parce que là on parle de l'actualité, à ce manque de qualification de l'Algérie. Il remet tout
sur le dos de Gassama. Mais je trouve que ce n'est pas juste. C'est-à-dire que, et je l'ai toujours dit, on a 5 minutes du match, il dit, ils mènent 1-0, ils sont qualifiés, ils sont à quelques minutes d'un match, d'une Coupe du Monde. Slimani se couche avant même que le match n'ait repris. Belmadi, il voit ça, il ne réagit pas. Les joueurs sont, et c'est naturel, quand tu mets un but comme ça, on est à quelques minutes de la fin, tu te vois aller au mondial, donc l'ascenseur émotionnel monte et va au 12e étage. Mais ce que je dis, il y a des entraîneurs de football qui ont fait des classes, ils peuvent me contredire, mais ça je le dis avec tranquillité parce que j'ai pris le temps de recouper. Dans ces situations-là, généralement on dit à un entraîneur de foot, quand vous venez de marquer un but ou quand vous venez de prendre un but, les 5 minutes qui suivent, vous devez continuer de parler aux joueurs et vous n'avez à aucun moment le droit d'être dans l'ascenseur émotionnel. Mais quand il marque, il n'y a pas un pour reprendre l'autre. Le bateau, le capitaine du bateau, c'est lui. Mais lui-même, il est resté au 15e étage. C'est-à-dire, à aucun moment, il est revenu sur terre. Il est resté au 15e étage. Personne n'a dit aux joueurs, ok, replacez-vous. Le match n'est pas fini. Voilà. Monsieur Gassama n'a pas sifflé la fin du match et tout. Là, c'est sa responsabilité. Mais à aucun moment, il le dit aux Algériens. C'est-à-dire, dans son échange avec le journaliste de la Fédération algérienne, il ne reconnaît pas que, ok, moi j'ai fauté ici, j'ai fauté là. Non, tout son débat, c'est sur Gassama. Pour moi, c'est de la diversion. Pour moi, ce n'est pas juste par rapport à ce peuple algérien qui footballistiquement représente quelque chose. Ce n'est pas juste. Il se doit d'être un peu plus sérieux vis-à-vis d'eux. Il se doit d'être un peu plus responsable vis-à-vis d'eux. Ça ne sert à rien d'orienter les débats vers autre chose, tout simplement parce que tu ne veux pas regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'il y a eu des carences. D'accord. Peut-être avant l'intervention de Didier Georges, il dit des fois, il faut faire preuve de déontologie journalistique et ne pas sortir les propos de leur contexte. Là, c'est la presse camerounaise qui est clairement visée. C'est-à-dire, nous, enfin, la presse camerounaise a fait preuve de... Non, non, Didi, vraiment... Non-respect de la déontologie. Non, Ben m'a dit, déjà, je crois que c'est lui qui fait une confusion. Il y a un message que tu passes, il y a la manière de passer le message. Quand nous on dit qu'il attise de la violence, enfin, sauf s'il voudrait nous faire comprendre que personne n'est allé à l'école, c'est même plus une affaire de journalisme, c'est lui qui dit dans ses propos que je l'ai trouvé à l'aéroport, il était confortablement assis, entre guillemets, donc je trouvais cela, il prenait un café à mi-feu, donc entre guillemets, ça lui posait un problème. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce que tu dis? Tu attises la violence. C'est que tu es en train de dire qu'il n'a pas, après un match comme ça, s'asseoir, prendre un café et prendre un mille-feu. Donc, il faut l'attaquer. Et il le dit, et il dit que c'est ce qu'il a fait. Et la violence, ce n'est pas juste physique. Estimez que ça avait un peu un côté, je vous narque. Non, oui, mais il a réagi. Et il a réagi violemment. La violence, ce n'est pas venir juste physiquement attaquer quelqu'un. Vous pouvez attaquer quelqu'un verbalement, ça reste de la violence. Alors, si nous, on dit qu'il a été violent, mais il faut dire que nous ne sommes pas allés à l'école, peut-être, et que M. Belmadi, il est le seul qui a fait l'école, et donc il peut nous dire aujourd'hui que même le simple français, plus personne ne l'entend. C'est pour ça que moi, je pense qu'il est dans un délire. Après, je n'exclus pas, parce que moi, j'ai mes confrères de, je pense, c'est Cameroun Actu, que j'ai lu. Je pense que là, par contre, on est allé très loin aussi. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Moi, j'ai lu sur l'une des titres, ils disent la FIFA a utilisé le terroriste Belmadi et l'Algérie pour venir... non, je crois que... Mais après, voilà, c'est lui qui commence. Moi, je dirais toujours, c'est lui qui a commencé. Tu ne mets pas ce débat sur la table. Il n'y a pas de dérive dans tous les sens. Dans sa sortie chez nos confrères d'RMC, il s'en prend à un ancien ami, Patrick Mboma, en disant que c'est Mboma qui... Mais c'est toi qui as commencé. Ouais. C'est toi, c'est pas l'autre qui commence. L'autre ne réagit. Tous ceux qui ont dit un certain nombre de choses n'ont fait que réagir à ce qu'il a fait. C'est lui qui attise le feu. Mais c'est comme on dit souvent à l'hôpital qui se moque de la charité. Tu attises le feu et tu viens jouer la victime et tu estimes qu'on a décontextualisé ton propos. Ouais. Je trouve que c'est horrible et je continue de dire que pour moi c'est dommage pour le peuple algérien. Il ne mérite pas ça. Vraiment, il ne mérite pas ça. Alors Didier Yimkwa, justement sur cette actualité, d'après Belmadi, lui, il estime que en fait, on a sorti ses propos de son contexte et que lui, il veut juste dénoncer le nœud du problème qui est l'arbitrage africain. Belmadi fait de la manipulation.
c'est un très bon manipulateur. Et la manipulation compte beaucoup dans la communication politique et la communication sociale. Il est un fin manipulateur. À la fin, on va démontrer s'il a réussi ou pas. Voyez-vous, il y a un contexte, un prétexte. Le contexte, c'est quoi? Après le match qu'il a gagné ici, à Japoma, il est presque à 2-3 minutes de Qatar. Ouais. Subitement, c'est le ciel qui tombe sur l'Algérie. Comment va-t-il expliquer à un peuple algérien dont on connaît le niveau de la violence, même en France, on sait que là-bas, ils ne blaguent pas. Comment va-t-on expliquer au peuple algérien, aux politiques algériens, lorsqu'on imagine le niveau du sport, l'entrisme du politique dans le sport en général, et en particulier le football. Comment on doit expliquer à ce peuple-là que chez eux, à quelques secondes, l'équipe AGM perd ce match. Ce match qui était connu d'avance, gagné. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, M. Ben m'a dit qu'il sort. Moi, je peux vous rassurer que ce monsieur a été coaché par un cabinet. Il se lance dans la manipulation. C'est fait exprès, en fait. C'est fait exprès pour calmer les Algériens. Est-ce qu'il a réussi? Oui. La preuve, c'est que jusqu'à présent, il n'a pas une information, on n'a pas appris que les Algériens ont cassé. Peut-être vous l'avez appris. Le peuple algérien est calme. Il a tellement endormi le peuple algérien que le peuple algérien attend une éventuelle rédemption. Il croit. Il croit à un match, qu'on peut rejouer ce match. Il croit. Vous comprenez? Donc, le gars est dans la manipulation, il manipule tout le monde, il discute, il bavade trop, et contre son ami Patrick Mouma. Ça, c'est le dilatoire qui rentre toujours dans cette démarche de manipulation. S'il a estimé que Patrick Mouma était malhonnête, oui, et que Louis Belmadi n'a jamais parlé du Cameroun, n'a jamais parlé de Samuel Eto'o, voilà, il ne comprend pas la réaction de l'ignorance. Il est dans la haute manipulation. Et puis, il a réussi à calmer le peuple algérien. Voilà, je pense que voilà le résultat qu'il escomptait jusqu'à présent. Bon, en attendant maintenant la réaction de la FIFA, parce que ils ont introduit, ils pensent que la décision de l'arbitre n'était pas la bonne. Jusqu'à présent, ils pensent que le peuple algérien est calme. Mais en attendant maintenant la décision de la FIFA, il va continuer à faire ce genre de communication. Donc, il ne faut pas croire que c'est fini. Tous les jours, il sortira quand même quelque chose, déjà pour se maintenir, parce qu'il devait rendre compte. Parce que ce qu'il a fait démontre que, malgré toute sa brillance, sa carrière, il reste encore un entraîneur limité. Parce que lorsque vous perdez un match de cette façon, vraiment, il vous manque encore quelque chose. Or, il ne veut pas croire que la faute, il est le responsable principal de la débâcle de l'équipe algérienne à Bilga. Mais il met ça soit sur l'arbitre gambien, soit sur les journalistes camerounais. Il vous emballe comme ça, il manipule parce qu'il voudrait déjà garder le poste de coach. Il veut aussi protéger peut-être les politiques algériens et surtout calmer le peuple algérien. Et comment est-ce que vous analysez justement les différentes sorties en réaction à ces propos? On a vu la Fédération camerounaise. Bon, voilà, c'est encore une preuve que... On a vu la Fédération gambienne suivre aussi. C'est encore une preuve qu'il n'est pas seul. C'est pour ça que j'ai parlé d'un cabinet. Il est soutenu. Parce qu'ailleurs, ses premières sorties, qui étaient quand même des insultes à un peuple souverain. Lorsqu'il a gagné ici au Cameroun, nous on a vu la réaction de son Banak, c'était du fair play. Ouais. Mais là-bas, c'était presque la guerre. Ses premières déclarations, c'était des déclarations guerrières. Mais lorsque maintenant vous analysez
la sortie de la Fédération algérienne de football, qui de façon, comment dirais-je, de façon indirecte, soutient l'entraîneur. Moi, je l'ai lu à l'envers comme à l'endroit, mais c'est un soutien, même psychologique, à l'entraîneur de l'équipe nationale algérienne. C'est une preuve qu'il est soutenu et qu'il n'est que la face visible, l'iceberg. J'ai lu aussi la réaction de la Fédération gambienne du football. Évidemment, vous ne pouvez pas laisser votre compatriote jeter en pâture par un coach qui a manqué quand même de tact pour pouvoir gérer son match jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas comme ça le laisser à la bouche d'un prédateur. C'est pour cela que moi je pense que la Fédération gambienne du football a fait cette sortie-là. Mais ce que je regrette un peu, c'est le silence un peu tardif de la CAF et de la FIFA. J'allais justement venir sur ce sujet. Est-ce que la FIFA doit réagir parce que c'est quand même un gars désigné officiel de ce match. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce silence-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On le laisse bavarder, on devrait s'inquiéter. Mais bien sûr. Côté camerounais. Oui, même pas camerounais, mais sur le plan du sport, c'est quand même. On sait que la CAN, c'est quand même un événement, l'un des événements sportifs les plus en vue sur la planète Terre, vous comprenez. Donc, Moutsepo, le président de la CAF, je ne comprends pas. Peut-être ceux qui ont des entrées à la CAF pourront expliquer ça ici, mais ce silence-là est un peu intriguant. Vous comprenez, me turlupine le cerveau. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi pas un silence davantage de la part de la FIFA, parce que c'était quand même un match de Coupe du Monde, FIFA. Oui, pourquoi pas. Même la CAF, parce que quand même le football c'est un sport qui véhicule l'éthique. Vous comprenez. Et ce que le Belmadi fait, c'est tout sauf l'éthique. C'est tout sauf l'éthique. Si on est d'accord que c'est des valeurs éthiques que le football véhicule, vous êtes d'accord avec moi que ce que Belmadi est en train de faire aujourd'hui comme communication sociale est loin d'être un véhicule, le véhicule éthique. Oui, alors Jérôme, on va également s'intéresser toujours en rapport avec ce sujet. On l'a compris, il dit que bon, voilà, la presse a mal interprété ses propos. Il dit qu'il n'a jamais parlé du Cameroun, qu'il n'a jamais parlé de Samuel Eto'o. Je n'ai pas compris cette réaction. J'ai l'impression que Mboma a répondu à un diktat. Il fallait me discréditer. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il veut peut-être se positionner là en victime, comme le soulignait Didier il y a un instant? S'il fallait parler au cas Ben Madi, il faut dire que c'est un entraîneur. Et lorsqu'on a la posture d'entraîneur, et tout contre croit que ça ne serait pas son dernier poste qui pourra peut-être entraîner la Centrafrique ou alors le Cameroun ou alors un autre pays plus tard. Mais on revient, on prend encore le cas Ben Madi tout en disant simplement que il était dans les nuages. Il sortait d'une CAN victorieuse du côté de l'Égypte. Il sortait d'une compétition des Arabes du côté de Qatar. Et il était aussi sacré champion de ce côté-là. Donc, il avait beaucoup d'assurance. Déjà, il arrive à Blida avec deux possibilités. La possibilité de faire soit une victoire, soit un match nul. Et parce qu'on sait qu'à Blida, il n'avait jamais perdu de match. Donc, il savait que dans tous les cas, il avait... les statistiques lui donnaient sensiblement 90% de qualification du côté de l'Algérie. Mais mal lui en a pris parce qu'il faudra dire, après le but algérien, personne n'est resté concentré. Et rapidement, le Cameroun revient au score. Et là, il se met à dire n'importe quoi, il dit tout. Je crois que en accusant tout simplement la presse camerounaise, c'est revenu un tout petit peu demander pardon à certaines personnalités. Ah bon? Oui, parce qu'il faut faut dire... dire... Oui, il a tellement craché sur... des gens à gauche, soit c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui allait négocier avec l'arbitre, soit c'est l'arbitre, ils ont dit tout envers lui, en présence, lui il a tout dit, de négatif en ce qui concerne et l'arbitre et la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, Reveni qui a dit que la presse camerounaise n'a pas compris son discours,
il s'est tout simplement lui-même tiré une balle au niveau du pied parce qu'il faut dire, Belmadi, il n'a pas analysé au départ ses propos. Mais Didier nous dit que ça, c'est fait exprès. Hein? Oui, c'est peut-être fait exprès avec des possibilités, possibilités, avec la possibilité que la FIFA leur donne gain de cause parce qu'il faudrait dire que et le Sénégal, et le match Sénégal-Égypte et celui du Cameroun-Algérie, d'autres ou alors certains supporters, soit du côté de l'Égypte ou du côté de l'Algérie, ont estimé que ces matchs de tout ont été entachés d'irrégularité et que la FIFA devrait se pencher sur cette rencontre-là. Mais il faut dire que tout ce que Belmadi a pu dire, tout simplement lui rattrape aujourd'hui parce qu'il faut simplement dire, il est dans le début du métier d'entraîneur, qu'il sache que ça ne serait pas facile. Parce qu'au départ, l'Algérie avait toutes les possibilités, déjà qu'il se voyait au Qatar, et c'est la partie de la région qu'il a fini tout simplement sa carrière. Il voyait tout simplement que sortant d'une Coupe des Arabes où il a remporté du côté du Qatar avec une bonne équipe algérienne, donc il se mettait dans la posture. L'équipe est sortie de la CAN ici exactement. Au premier tour. Hein. Oui, mais il s'est dit peut-être que c'est une ratée, comme il accusait les stades, comme il accusait tout, donc il se disait que du retour, pendant la Coupe du Monde, l'Algérie part en pole position déjà pour les pays arabes et d'autres pays pour pouvoir se mettre bien et défendre tout simplement, non seulement les pays arabes et tout simplement les pays maghrébins aussi. Ouais, Georges, vous voulez ajouter quelque chose? Je suis un fait parce que il faut être complètement honnête. Quand il dit par exemple qu'il n'a jamais, en tout cas, évoqué quoi que ce soit concernant Samuel Eto'o, nommément, c'est vrai. Je veux dire que sur toutes ces sorties, il n'y a jamais eu une partie où il a parlé d'Eto'o, la Fédération camerounaise de football. Il s'est orienté vers l'arbitrage et c'est en cela, parce que tout à l'heure vous étiez en train de dire, vous posez la question de savoir pourquoi la FIFA ne se saisit pas de... C'est vrai qu'on peut être surpris du silence assourdissant de la FIFA, mais dans le même temps, Belmadi est en train de dire des choses sur l'arbitrage africain. Donc, premier chef ici, c'est la CAF. C'est la CAF qui doit se dire mauvaise publicité pour nous. Parce que quand on parle de notre arbitrage, c'est la mauvaise publicité. Nous, on a nos compétitions et on les fait parler des arbitres espagnols, allemands ou français, on les fait avec des arbitres africains. Donc, c'est pas... Belmadi ne nous apprend rien quand il dit que, oui, il y a des soucis dans l'arbitrage en Afrique. C'est une réalité, c'est un fait. Ça, c'est une chose. Mais, comme on dit souvent chez nous en Afrique, le linge, ça, cela, en famille. Donc, quand tu nous exposes comme ça, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, un chef de famille qui vienne te dire « Ok, stop, il y a des limites dans la communication. » Et c'est sur cette question-là particulièrement, parce que moi, je l'ai suivi. Vous ne comprenez pas le silence de la CAF. Voilà. Moi, je l'ai écouté, Patrick Mboma. C'est sur ces aspects-là qu'il a réagi. C'est sur cet aspect-là qu'il trouvait que Belmadi allait trop loin. Et lorsque Belmadi dit également que quand, je cite, quand nous allons jouer en Afrique. En Afrique, oui. Enfin, vous allez jouer, vous qui? Vous les Européens, les Asiatiques, vous partez jouer en Afrique. Donc quand il dit que Patrick Mboma a été malhonnête, non, il n'a pas été malhonnête. Il a réagi à la suite de ses propos. Ces propos-là, quand tu es africain et tu entends un Africain dire que quand nous on va jouer en Afrique, mais c'est pour ça que je me dis, il a le sentiment que personne n'a allé à l'école, il n'y a que lui qui est allé à l'école. Et aujourd'hui, malheureusement, on a une CAF qui existe pratiquement. Vous savez, Didier, peut-être vous le savez mieux parce que vous faites dans la politique. Quand une institution n'est pas solide, parce qu'elle a tellement subi des coups, on peut tout faire, elle ne peut pas réagir. Aujourd'hui, c'est une CAF en reconstruction. Tout à fait. Donc, évidemment, dans ces conditions-là, chacun profite pour dire ce qu'il veut. Tu parlais cabinet tout à l'heure. Non, moi, je pense que c'est la fédération, en fait. La fédération algérienne. La fédération algérienne de football. L'interview, c'est la fédération algérienne. C'est-à-dire, c'est le service de la communication de la fédération algérienne qui fait l'interview. Il y a très peu de relance. Tu sens le mec, il est assis sur son fauteuil et il parle. Donc, effectivement, c'est une organisation, mais c'est organisé par la fédération. C'est d'ailleurs pourquoi, à la suite, il y a ce communiqué de la fédération et tu as le sentiment qu'il est soutenu. Tout à fait. Parce que c'est organisé de cette façon. Et c'est pour ça que moi, je trouve que sur notre communication en réponse, je trouve qu'on a été beaucoup trop élégant. On a été beaucoup trop tendre. Parce que on a répondu, mais on n'a pas répondu proportionnellement. Je suis d'accord. Les paroles de Belmadi
ont été des paroles fortes Très dur. et qui méritaient une réponse martiale. Tout à fait. Mais nous, je trouve qu'on a été Mais quand- extrêmement élégant. La fédération a dit qu'elle devait porter l'affaire devant la Oui. FIFA. Oui, mais je trouve qu'on a été Et beaucoup trop même, élégant dans... s'il te plaît, une minute, tu vas reprendre. Et même, on aurait pu appliquer les stratégies de guerre. C'est-à-dire On fait une attaque conventionnelle, une attaque non conventionnelle. Comment ça se passe? La fédération répond, comme le président l'a répondu, mais on monte d'autres journalistes comme lui. Oui, on monte d'autres journalistes comme lui qui vont envahir soit les réseaux sociaux, soit les plateaux de télé, les studios de radio, pour répondre à ce monsieur. Oui, parce que c'est une guerre de communication. C'était ça, mais on ne l'a pas fait. Effectivement. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que le Cameroun s'est qualifié, donc non, il faut faire le Cameroun doit prendre la hauteur parce qu'on est quand même qualifié. On est qualifié pour la Coupe du Monde. On ne va pas rentrer. J'ai naïvement l'impression Oui, que c'est qui a un tout petit peu freiné les adeptes de la fédération. C'est que quand tu écoutes l'interview de Ben Madi à la Fédération algérienne de football, à aucun moment il ne cite ni la FECAFOOT, ni un membre du football camerounais. Seulement, en fait, il parle du Cameroun de manière indirecte, tout à fait, c'est-à-dire de manière implicite. Parce que quand tu parles, si tu dis que l'arbitre n'a pas été bon, l'arbitre n'a pas fait un arbitrage logique, ça veut dire qu'il a fait un arbitrage en faveur de l'autre. Et ça laisse supposer que l'autre a dû mettre l'arbitre dans des conditions pour. Ou alors une institution a dû mettre l'arbitre. Donc, je pense que c'est ça qui a un peu freiné les adeptes de la FECAFOOT. Cependant, j'estime quand même que la FECAFOOT avait tout à fait, tout au moins la latitude dans la réponse, dans la communication, d'aller plus loin. Je trouve qu'on a été beaucoup trop élégant. Le Cameroun est qualifié. Non, c'est pas ça, Lily. Moi, vous n'avez pas forcément la même posture quand vous êtes qualifié pour un événement aussi important. J'ai lu une sortie de son patron. J'ai lu une sortie de Martin. Martin que j'ai trouvé excellente. C'est la sortie, c'est la réponse. Quand j'ai lu cette sortie de Martin, j'ai compris que c'était un professionnel. C'est une sortie excellente. Parce que ce que je viens de dire là, c'est-à-dire l'approche asymétrique, mais ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé, ils ont bombardé des informations jusqu'à la dernière qui démontre que l'arbitre a été acheté. Tout à l'heure, quand j'entrais ici, je lisais sur mon smartphone, il y avait quelqu'un sur un plateau qui disait que qu'est-ce que Chamel Eto'o allait chercher à Rabat, qu'il était là avec Jamal, c'est-à-dire le comédien. Mais en communication, il faut faire attention. On peut vous faire transformer le mensonge en vérité. Avec un tapage, c'est ce qui se passe. Je dis, là, la FECAFOOT a raté le coach, il faut que je le dise. Elle aurait pu choisir, vous, des journalistes, et puis aussi payer, parce que c'est la communication, faire ce travail, qu'on ne serait pas là aujourd'hui. On a l'impression que c'est ce monsieur-là, Ben Madi, et puis que le Cameroun subit peut-être. Mais oui, on a subi. Non, mais on a subi. Mais Didier, je pense qu'on subit simplement parce que récemment, et là encore, je suis obligé de faire un crochet sur notre politique, c'est que on part toujours du principe chez nous, chez ceux qui sont au pouvoir, que vous pouvez jacasser entre guillemets comme vous voulez, on n'est pas forcément obligé de répondre. Et je pense que c'est cette posture qu'on a choisi d'adopter en se disant, comme Lydie le disait tout à l'heure, qu'on est qualifié. Sauf que à partir du moment où il y a un recours et qu'une décision n'est pas tombée, attention au lobbying. Attention, parce qu'effectivement, sur le plan de la communication, on met une certaine pression à ceux qui doivent s'asseoir pour statuer sur le dossier. Et puis, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Personne ne sait ce qui est en train de se manger à l'externe. Donc, avoir une posture attentiste, ça peut devenir dangereux pour vous. Parce que dans l'imagerie populaire, on se dit ça n'est jamais arrivé, ça ne peut pas arriver. Non, c'est déjà arrivé. Sénégal, Afrique du Sud, on était éliminatoire Coupe du Monde. Le Sénégal, l'arbitre avait même été radié parce que le Sénégal avait émis un recours. Et la FIFA avait démontré, enfin le Sénégal avait démontré que l'arbitre avait pris de l'argent quelque part. Aujourd'hui, il est radié. Le match a été rejoué. Donc,
parti du principe que ça n'est jamais arrivé dans le football et ça ne peut pas arriver, c'est dangereux déjà d'avoir ces postures. Sauf que moi, j'ai le sentiment que c'est notre posture. C'est-à-dire qu'on limite même les 0,0,1% de chance qu'il y ait une décision qui tombe et qui ne tombe pas en notre faveur. Donc, si je vous comprends bien, il faudrait que le Cameroun se prépare aussi. Oui, il faut se préparer. Même avec des arguments. Il faut se préparer à partir du moment où en face, on estime que on a été lésé et on ne reste pas tranquille. Parce que, je continue de le dire, ils auraient pu introduire le recours et attendre la décision. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ah ouais. Pendant qu'ils introduisent le recours, ils occupent la scène. C'est stratégique. Là, on est en stratégie. Et dans le même temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on observe la scène. On n'agit pas, on observe la scène. Il n'y a pas de leader. Comme si on adhérait. Voilà. Non, mais il n'y a pas un leader d'opinion, que ce soit dans le milieu du football, que ce soit dans le milieu politique. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui semble se dire que, oh, attention quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Non, nous, on préfère se dire qu'en étant calme, en étant tranquille, comme on a l'habitude de faire en politique, ça va souffler, ça va partir. Sauf que notre drapeau flotte déjà à Qatar. Sauf que là, ce n'est pas nous qui tenons les clés de la bourse, Lydie. Ça se joue à la FIFA. Et n'oublions pas une chose, parce que ça aussi, on l'oublie beaucoup. Récemment, si on sait lire entre les lignes, les relations entre le président de la FIFA, de cette institution, et le président de la FECAFOOT ne semblent pas être au beau fixe. Donc, si jamais il y a un élément... Le Cameroun s'est qualifié sur le terrain. Oui. Voilà. Oui, mais si jamais il y a un élément... On ne va pas chercher les facteurs extra-sportifs pour disqualifier un pays qui s'est qualifié normalement sur le terrain. C'est vous qui posez une question, c'est vous qui posez les questions, mais je m'interroge, je nous interroge. Pensez vraiment que quand il n'y a rien dans un dossier, quand il n'y a pas à avoir peur, le recours que les Algériens ont introduit, ça date déjà depuis 2 mois, 3 mois. Quand généralement il n'y a rien, c'est-à-dire c'est du vent là, comme ça, là, ça se règle rapidement, la décision elle tombe. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi ça traîne autant. Ça traîne. Pourquoi depuis là il n'y a pas de décision? Il y a des procédures judiciaires aussi. Ça prend le temps. Même ici au niveau de la Fédération camerounaise de football, il y a des dossiers qui sont déposés au niveau des commissions. La procédure judiciaire chez nous traîne parce qu'il y a l'administration qui a son fonctionnement qui est contextualisé. C'est typiquement camerounais. Mais ne me dites pas que dans la gestion judiciaire des situations, c'est le même retard qu'on accuse ailleurs. Et d'ailleurs, chez nous, dans le sport, du moins quand ça concerne la FIFA, ces choses-là sont rapidement évacuées. Moi, la seule chose que je dis, c'est que tu as un président d'une institution actuellement qui n'est pas très copain avec Samuel Eto'o, qui est président de votre institution, de notre institution footballistique. Donc, ayons raison garder et nous ne disons pas que tout est joué. Nous tous, nous voulons aller au Qatar, mais n'y allons pas. Ne jouons pas au myope face à une situation qui est devant nous, parce qu'on se dit, nous sommes déjà au Qatar. Tant qu'il n'y a pas... Parce que si on le fait, en fait, on fait exactement ce que les Algériens ont fait quand ils ont marqué le but, pensant que le match, il est fini. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le match n'est pas fini. Au 15e étage. Tant que la FIFA n'a pas rendu sa décision, même si on part du principe qu'on a gagné le match sur le terrain, tant que la décision n'est pas rendue, on se doit d'être prudent, on se doit de continuer de penser que, attention, il y a quelque chose qui peut se passer. Ne tombons pas dans la même erreur que les Algériens. Voilà. Jérôme, c'est un peu la même crainte que vous partagez. On devrait être prudent quand même. Est-ce que la crainte à ce niveau, moi je crois que à mon niveau, il n'y a pas de crainte pour la Fédération camerounaise de football. On n'a pas à avoir peur. Oui, parce qu'il faudra dire, on a semblé nous faire croire que on devrait refaire la billetterie pour cette rencontre qui, plus tard, la FIFA a suspendu cette billetterie. Les Algériens avaient cru croire que le match pouvait se rejouer. Ça, c'est d'un. De deux, on sait que les arbitres, la FIFA avait aussi fait arriver du côté de Blida les arbitres venant du côté de l'Europe. Et quel a été leur rapport? Et c'était celui de l'arbitre central. Je crois que pour que le recours ait un effet négatif au niveau de la FIFA, il faut automatiquement s'appuyer déjà sur le rapport des arbitres et voir la contre-expertise de ce que disent les Algériens, parce que les Algériens prétendent dire que l'arbitre a été corrompu
par la partie adverse, la partie camerounaise, je voudrais dire. Donc il faudra tout simplement regarder tout ça. Pour moi, ça ne me fait pas trop d'inquiétude parce que je dis, Voilà. Vous lorsqu'on n'êtes pas inquiet, vous n'êtes pas comme Didier, vous n'êtes pas comme les Georges. dossiers qu'on a pu suivre Le Cameroun est qualifié. les dossiers qu'on a Ça, suivis du faut côté de l'Africa préparer, Foot, le dossier Sénégal-Égypte Ouais. et Algérie-Cameroun, je crois que la FIFA pourra donner gain de cause au Sénégal et au Cameroun. Ça, c'est votre analyse. Oui. D'accord. On va vous proposer un vox pop. Moi-même, je ne suis pas inquiet. On est juste Mais vous êtes prudent. on est précautionnel. Précautionnel, Enfin, moi, voilà. je suis précautionnel, je suis pas Donc, inquiet. si je m'en tiens à la philosophie de Sombana, c'est quand on sait qu'on est en danger. Qu'on n'est pas en danger. Voilà. On va vous proposer de suivre ce Vox Pop réalisé dans les rues de Douala avec Erin Gando à la réalisation pour savoir un peu ce que justement les fans pensent de ces propos polémiques suscités évidemment par Jamel Belmadi. On propose de regarder. Ce que je voulais dire par rapport à Belmadi, qu'il n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que le football se joue sur un terrain. Et par rapport à l'arbitre qui a dirigé ce match, Gassama, c'est un arbitre de renommée. Ce n'est pas pour rien qu'il a été appelé à pouvoir diriger cette grande rencontre entre le Cameroun, deux grands gâchettes du football africain. Et il a été à la hauteur. Franchement, la sortie de Samuel Eto'o, c'était vraiment une très très bonne sortie pour le Camerounais. Il est là, il fait tout du bien pour le Camerounais. Le coach algérien mérite vraiment une lourde sanction par la FIFA. Il ne peut pas dire ce mot qu'on peut tuer un arbitre lors d'un match. Le match, c'est le fair play. L'autre gagne, l'autre paye. Si c'est le Camerounais qui perdait, si le Camerounais se comportait ça ici à Douala, est-ce qu'ils devaient rentrer chez eux? C'était vraiment mal, c'est ça le comportement. Ça ne se fait pas dans le football. Et ça s'est répété en Europe parce que c'est quand on fait Eto'o et Kambi en Europe, à Lyon. C'est un mauvais comportement. Ça m'étonne seulement que le football est devenu les rancunes. Un Camerounais adressé au vestiaire. Il faut que Eto'o mette vraiment la puissance des actes là. Il signale à la FIFA. Si ça se répète dans un autre pays, on sanctionne le pays même pendant 10 ans, 15 ans, il ne joue plus jamais au football. Par rapport au coach algérien, je dois dire que les Camerounais n'ont pas démérité leur victoire. Et l'Algérie vraiment ne nous attendait pas. Et maintenant, nous leur avons prouvé que nous sommes les vrais lions et qu'un lion ne dort jamais. Si on rentre dans le match en lui-même, on doit, n'est-ce pas, constater que ce match a été, n'est-ce pas, pris à bras le corps par les lions. Et puis, ça c'est un match qui s'est passé sans heurts. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que les Algériens aujourd'hui doivent, n'est-ce pas, s'acharner sur nous en disant qu'on a peut-être eu à soudoyer un certain nombre de personnes afin de remporter, n'est-ce pas, la rencontre. Donc aujourd'hui, ce sont des comportements comme ça qu'il faudrait que l'on fustige et puis que ça ne se respecte plus dans le football. Vous voyez que de l'autre côté même, il y a notre joueur qui a été agressé du côté de la France. Et ce sont des comportements comme ça qu'on ne doit pas retrouver dans le registre, n'est-ce pas, du football. On ne voudrait plus, n'est-ce pas. Vous voyez aujourd'hui les Maghrébins se comportent comme des personnes qui ne sont pas des Africains. Il a dit quand eux ils partent en Afrique. En Afrique, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il y a, n'est-ce pas, deux Afriques, il n'y a pas deux Afriques. Voilà, donc ce sont des comportements comme ça qu'il faut fustiger. Et puis nous, Camerounais, nous ne pouvons pas accepter cela. On doit, n'est-ce pas, être avec nos lions. On doit être avec notre président de la fédération et puis on ne doit pas accepter que des personnes essayent, n'est-ce pas, de jeter comme ça là, l'opprobre ou bien de salir, n'est-ce pas, notre pays. Ce que je voulais dire par rapport à Belmadi, qu'il n'aura que ses yeux pour pleurer. Merci pour ces différentes réactions de la part des fans. Peut-être un petit commentaire là rapidement, Didier, sur ces propos. Vous savez, ça c'est le procès des gagnants. Hein. Oui. Cela va sans dire que les Camerounais victorieux, cette réaction-là ne surprend pas. Ils sont contents, ils sont fiers de Samuel Eto'o, du coach, des Lions indomptables. La Coupe du Monde, c'est pas quand même n'importe quoi, hein. C'est pas du menu fretin. Donc, nous tous, nous sommes très très contents et on attend au Qatar. On va donc marquer une autre page publicitaire et puis on se retrouve juste derrière pour le débat.
Tu vas... Je suis pressé, Hé les gars! Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies. De cette émission consacrée au débat de thématiques majeures ce soir. Tout d'abord, on va parler de la presse sportive au Cameroun au lendemain de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Que vaut cette presse justement dans notre pays? On en parle dans un instant et juste après, on va aussi s'intéresser évidemment à la fête du travail célébrée le 1er mai dernier. Nous sommes en sport. Est-ce que le sportif professionnel peut être considéré comme quelqu'un qui a un réel un métier avec tout ce qu'il va avec? C'est donc la seconde thématique de tout à l'heure. Alors, Jérôme Bango, on va commencer avec vous avant d'avoir un peu le regard de Georges par rapport à cette problématique qui concerne la presse sportive au Cameroun. Vous êtes un habitué des débats télévisés, des débats sportifs télévisés aux radios. Vous êtes aussi un habitué aussi des stades. Comment est-ce que vous voyez généralement la presse de manière globale? De manière globale, il faudra tout simplement dire que lorsqu'on parle de presse, je voudrais dire il y a pour moi deux dimensions de presse. Il y a la presse d'État, il y a la presse privée. Et ceux qui travaillent pour l'État, c'est ceux-là qui sont bien, qui ont tous les éléments mis à leur disposition pour que le travail soit bien fait. Maintenant, ceux de la presse privée, il faudra dire c'est ceux qui sont confrontés à plusieurs barrières, c'est ceux-là qui sont moins financièrement, c'est ceux-là qui, je voudrais dire, le diable par la queue. Et tout ce qu'on pourra souhaiter, ou alors moi, n'étant pas professionnel dans ce métier, je souhaiterais simplement que l'État du Cameroun essaye d'apporter un tout petit peu plus à la presse privée. Cette presse qui apporte beaucoup plus, cette presse qui est plus suivie par une frange de la population qui estime que du côté de la communication privée, il y a plus de logique qu'au niveau de la presse. Logique, ça veut dire plus quoi, de réalité. Je veux dire, les gens suivent plus les médias privés, les presses privées, que les presses d'État. Que la presse d'État, je veux dire, puisqu'il y en a, je crois, une seule presse d'État. Donc, il faudra donner un tout petit peu de moyens à l'ensemble d'organes qui exercent dans la partie privée pour qu'elle soit aussi mieux lotie, au même enseigne que celle d'État. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, quelques rares fois, d'être dans les médias publics. Il faudra voir le plus petit journaliste là-bas, bien vêtu, a un bel véhicule quelque part et tout cela. Donc, mais lorsque vous arrivez au niveau des presses privées, des établissements, des entreprises privées qui font dans le domaine, il faut dire vraiment c'est difficile, c'est très très difficile à ce niveau-là. Donc, on implore tout simplement à l'État de bien vouloir accompagner ceux-là, de bien vouloir accompagner ces acteurs aussi pour qu'ils se sentent de mieux en mieux de temps en temps. Alors Didier, est-ce que c'est un peu la même lecture quand vous regardez un peu la presse sportive au Cameroun? Vous avez l'impression qu'il y a... Moi déjà, vraiment, il faut tirer un coup de chapeau. Il faut tirer un coup de chapeau à la presse privée sportive camerounaise, avec évidemment la précarité inhérente, un appui assez dolosif, assez faible du pouvoir. Quand je regarde ce que ces jeunes artistes, journalistes de la presse sportive camerounaise, quand je regarde leurs performances, vraiment, il faut leur rendre un petit hommage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les plateaux,
Vous vous demandez en face, je n'ai rien, je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais je suis un consommateur. Vous comprenez? Lorsque vous produisez vos émissions, télé, radio, c'est pour les consommateurs. Vraiment, il n'y a pas de match. Ces enfants, vous faites du très bon travail. Vous faites du très bon travail. Maintenant, faut-il extirper la presse sportive de la presse tout court? J'ai dit non. C'est les mêmes Peut-être parce qu'on est dans un magazine sportif. C'est ouvert à tout le monde. C'est un problème de... Parce qu'il y a des très bons, mais il y a aussi des moins bons. Parce qu'il faut dire la vérité. On ne doit pas les citer ici. Mais la presse vit les mêmes problèmes, précarité. Malheureusement, l'État ne fait pas assez. Si j'ai bonne mémoire, si mes réminiscences ne me trahissent pas, je pense qu'ici c'est 150 millions, l'aide à la presse, alors que pas très loin, dans un pays qui a même le même niveau de croissance, de développement que nous, la Côte d'Ivoire, on est dans les 2 milliards de francs. Vous comprenez? L'État doit comprendre que la presse privée fait un travail énorme. Un travail énorme. Et lorsque, voyez-vous, dans des événements à l'international, ils font quand même des efforts pour envoyer des correspondants. Vous comprenez? La bataille, ça dit, le combat est poussif, mais ils tiennent quand même, voyez-vous, au Cameroun, je ne sais pas s'il y a une presse écrite spécialement réservée au sport. Je ne sais pas si ça existe. Même si ça résiste, il faut déjà saluer. Signature. Consacré uniquement au sport. Sport. Je crois qu'il y avait une Damba aussi à l'époque. Voilà, il y a eu Global Football à un moment. Damba aussi existait. Qui a disparu. Voilà. Signature, c'est un journal. Que je lis beaucoup, tu vois, non, mais qui fait juste des petits encarts. Il dit un journal comme Damba. Damba, non. Il n'existe pas. Mais il y a quand même des journaux en ligne. Oui. Comme des Panda Sport. Oui, comme foot. Il y a une radio spécialisée. Il y a Radio Sport Info, voilà, qui est unique dans le paysage. Tout l'environnement qui est encore là aujourd'hui. Assez possible, tient quand même. Ça, il faut saluer. Absolument. Il faut que l'État aide. Parce que le sport aujourd'hui, Lydie, vous ne pouvez pas imaginer. On dirait qu'il y a aussi CRTV Sport qui est arrivé. Ils n'ont pas de problème. Automatiquement, ils ne peuvent même pas avoir de problème. Ils ont presque 90% de la publicité et les ventes audiovisuelles de l'appui de l'État. Ils ont des gros salaires. Moi, je parle des gens qui souffrent. Qui souffrent. Non, je ne parle pas des gens qui sont bien lotis, qui sont bien installés dans des beaux studios. Moi, je parle de la presse privée qui a les mêmes problèmes que la presse tout court. Mais vraiment, il faut vous féliciter parce que malgré cet état de précarité, vous parvenez à produire du bon produit. Si je peux me répéter. On va peut-être poser justement la question à quelqu'un qui est sur le terrain chaque jour. Georges, vous êtes quand même à la tête d'une rédaction sportive, du Sport Info, on va le dire. Quelles sont peut-être les difficultés que vous rencontrez? Je pense que, comme c'est Didier qui le disait, il n'y a pas véritablement, moi, par principe, je pense qu'il y a véritablement dans le fonctionnement, dans la manière de se mouvoir, une grande différence entre ce que nous faisons et ce que ceux qui font dans l'information générale font. On a les mêmes difficultés, accès à l'information. Évidemment que quand c'est institutionnel, ça part beaucoup plus chez mes amis, parce que moi, je ne les vois pas en opposition du poste national ou de la télévision nationale que chez nous. C'est évidemment le premier problème. Il y a ce problème de financement aussi. Mais je ne crois pas que le problème de financement soit adossé sur la question d'une volonté de l'État. Parce que historiquement, comme les partis politiques d'opposition, je ne crois pas et je ne pense pas que l'État a vocation, surtout quand tu es dans une démocratie à l'africaine, ou encore quand tu es, par exemple, dans la chimère, parce que c'est comme ça que j'appelle ça politiquement la Chine, que dans ces pays-là, dans nos pays-là, tu as vocation à avoir une presse forte. Parce que c'est quoi un quatrième pouvoir?
c'est un peu comme une alternative au pouvoir, tout comme les partis politiques. Donc, parce que j'entends souvent ça, j'entends dire, mais il faudrait que l'État augmente son enveloppe destinée à la presse. L'aide à la presse, mais c'est pas, l'État n'a pas vocation. Enfin, quel est l'intérêt de l'État en place? Je ne suis pas dans l'idéal, je suis dans les faits. Quel est l'intérêt à avoir une presse privée qui se porte mieux? Non, puisque nous ne l'oublions jamais, et là je m'adresse à vous, Lydie, clairement, on dit souvent de nous que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand le train n'arrive pas en gare. Évidemment que quand le train n'arrive pas en gare et que ça nous intéresse, on ne va pas être amis de ceux qui sont supposés s'arranger à ce que le train arrive en gare. Donc à partir de ce moment-là, je comprends parfaitement que au niveau du financement, qu'on n'ait pas suffisamment. Mais je pense que ces difficultés qu'on a au niveau du financement, Lydie, c'est parce qu'on a un milieu de la publicité qui n'est pas organisé. Justement, j'allais en parler. On a un milieu de la publicité qui n'est pas organisé. Si on avait un milieu de la publicité qui est organisé, où les gens respectaient ce qui est écrit sur du papier, on aurait peut-être moins de problèmes que ça. Et puis pour moi, la dernière chose, c'est la formation. Parce que être journaliste, c'est déjà une chose. Mais être journaliste et travailler dans le sport, c'est une autre chose. Et je pense que malheureusement, et là je ne veux pas, je veux vraiment pas, parce qu'il faut qu'on s'entende, je ne veux pas m'ériger en donneur de leçons, je donne juste mon avis. Il y a encore beaucoup à faire sur cet aspect. Non, je pense qu'il y a un problème de formation, parce que, comme dans l'information générale, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le milieu de la presse, juste parce que j'ai fait histoire de jour à l'école, ça n'a pas marché. Je n'arrive pas à trouver de débouchés. Et puis, c'est le seul endroit où tu peux entrer au bout d'1 an, parce qu'on t'a appris à faire un reportage, on t'a appris à faire un compte rendu. Tu deviens une star parce que tu as une belle gueule, si c'est en télé, ou tu as une voix qui... Voilà, donc il y a des éléments qui ne sont plus des éléments, j'ai envie de dire, qui pèsent et qui devraient normalement nous orienter. Parce que c'est ça aussi. Nous, on aime à dire, on n'est pas assez accompagné, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais évidemment qu'il faudrait que nous-mêmes, on se regarde dans la glace. Et je pense que le journaliste sportif, surtout, de mon point de vue, par rapport aux autres, a un gros problème. Je vous prends un exemple simple. Au moment où on se parle, c'est difficile quand vous êtes un journaliste de sport de dire que le président de la FECAFOOT a fait quelque chose qui n'était pas bien. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver un journaliste. C'est difficile de trouver un journaliste qui vous dit. Ce sont les faits. Non, les faits sont sacrés. Mais je ne veux pas des faits. Vous serez voué aux gémonies. Je vous dis que c'est difficile de dire que d'entendre un journaliste sportif dire que c'est pas vrai pour 2 raisons. La première, c'est que s'il le dit, il risque de se faire guillotiner par le peuple. Ça, c'est la première chose. Or, il oublie qu'il n'est pas le peuple. C'est-à-dire, il est le peuple quand il rentre chez lui et qu'il n'est plus en activité. Mais quand il est en activité, il n'est plus le peuple. C'est-à-dire, il n'est pas là pour être complaisant ou pour plaire. C'est-à-dire, si c'est pas bien, il dit que c'est pas bien. Si c'est bien, il dit que c'est bien. Mais il n'a pas à avoir le rapport émotionnel. En même temps aussi, est-ce que ça respecte, disons, le canevas de traitement de l'information tel qu'on l'a appris? On a toujours parlé de l'équilibre des sources. Est-ce que le problème ne se pose pas davantage si quelqu'un reste dans son studio ou rédige un article pour incriminer une personne sans donner la parole à l'autre partie, justement? S'il y a équilibre des sources dans le traitement de l'information, à ce moment-là, généralement, le problème ne devrait pas se poser. Je peux parfaitement répondre, Lydie. C'est pour ça que je dis que, et c'est bien que vous mettiez ce genre de sujet, et je répète, je ne viens pas ici en donneur de leçons. Il faut bien qu'on se comprenne, parce que ça va aller. Vous avez posé une question simple. Quand vous faites un débat, comme ce que vous êtes en train de faire là, et que le sujet divise, évidemment que si vous connaissez mon avis sur un joueur comme Zambo Anguissa, pour équilibrer les choses, il faudrait que vous ayez l'avis d'un autre journaliste qui a une opinion contraire. Il en va de l'équilibre de votre débat. Maintenant, quand on revient à ce que le journaliste fait, il dit, on a chez nous, quand on parle du traitement de l'information, ce qu'on appelle les genres journalistiques. Dans les genres journalistiques, vous avez les genres d'information, reportage qu'on a lu, interview et tout le reste, et puis vous avez les genres d'opinion, éditorial, chronique et tout le reste. Donc, ce sont ces genres-là qui permettent à un journaliste, quand il n'est pas dans le cadre d'un débat, d'émettre une opinion. Parce que, en fait, on nous dit qu'on doit être objectif. C'est ça, mais il y a en chaque être humain une part de subjectivité. Et on ne peut pas nier ça. C'est pour ça qu'on a ajouté les genres d'opinion. Qui ne vous permet pas, évidemment, je suis d'accord avec vous d'insulter quelqu'un. Qui ne vous permet pas d'être malhonnête, qui ne vous demande pas d'être injuste. Parce que même ces genres d'opinion
sont adossés sur des faits. C'est-à-dire que quand vous commentez avec des faits, avec des arguments qui sont solides, qui sont tangibles. Et c'est sur ces questions-là que je dis qu'au jour d'aujourd'hui, je vous demande de me citer 3 ou 4 noms d'un journaliste qui fait dans le sport, qui est capable de dire, quand par exemple le président de l'Africa Foot a fait quelque chose qui n'est pas bien, qui est capable de dire que c'est pas bien. Il n'y en aura pas assez, parce que la première chose, c'est que nous tous, en majorité, on a peur du public aujourd'hui. En fait, c'est le public qui nous fait. Ou à l'époque, on nous disait que, contrairement au communicateur qui a besoin d'un feedback, nous, on a une posture horizontale par rapport au public. C'est-à-dire, on vient donner l'information et le public reçoit. Mais nous tous, aujourd'hui, on est revenus à cette notion de feedback. C'est-à-dire, on veut savoir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos rédactions, c'est les réseaux sociaux qui font le débat. C'est-à-dire, les réseaux sociaux donnent le ton et nous, on récupère et on se met à agir. Et là, effectivement, on est en train de sombrer parce que c'est les leaders d'opinion, c'est-à-dire les hommes politiques. Et dans le cadre de l'information médiatique, c'est les journalistes qui doivent donner le ton et le public, à travers les réseaux sociaux, se met à suivre. Mais comme on est descendu dans cette logique de feedback, comme le communicateur, je suis journaliste, mais je deviens communicateur. Est-ce que si je dis ceci, même si c'est vrai, et que ça concerne le président de l'Africa Foot, aïe, est-ce que quand je vais marcher là dans la rue, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne dis pas. Je reste tranquille. Ce que je dirais aujourd'hui pour l'actuel président de l'Africa Foot qui n'est pas bien, enfin, ce que je ne dirais pas, je l'aurais dit pour l'ancien, parce que l'ancien ne représente pas au niveau de la personnalité l'autre. Mais ça, ce sont des perceptions qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qui doit être fait dans notre métier. Nous, on doit rester objectif. Donc, je pense que cette question-là se pose, cette question de la formation, on ne le fait pas. L'autre chose, c'est qu'évidemment, comme on est dans un contexte un peu difficile, au nom de ce contexte difficile, on se permet tout. C'est-à-dire, où on s'interdit tout. C'est-à-dire, au nom de ce contexte difficile, moi, si Didier, c'est mon ami, et qu'il prend, par exemple, un club comme UMS, au nom de ce contexte difficile, si Didier fait de mauvaises choses là-bas, je ne dis rien. Parce que je sais que Didier, c'est mon copain, et que, comme dans les bases de financement d'une entreprise de presse, tu as la publicité, tu as l'abonnement et tu as le financement occulte. Donc, au nom de ce troisième élément-là, je vais dire à mon rédacteur en chef ou à mon journaliste qui est là à côté, oh, tu es bien gentil. Tu parles de tout ici, mais quand ça concerne Didier et son affaire du MSA, tu ne dis ça, ce sont les réalités. Tu ne dis plus rien. Ça, ce sont des réalités. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit, malheureusement. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir un patron qui ne voit pas les choses comme ça, du moins jusqu'à présent. Mais je ne peux pas penser que c'est le cas partout. Et donc, ça nous retrouve avec, malheureusement, c'est un dérive. Mais ça profite à qui, globalement? Et je terminerai par ça, Lydie. Je suis désolé, ça profite à l'État. C'est l'État qui a fait sauter le verrou de... Monsieur Georges Mimé peut se lever un matin, il va là à la sous-préfecture, et comme on est dans un régime de déclaration, il crée un journal qui existe dans son sac, et du jour au lendemain, il devient nuisible, sans bien qu'il ait une formation ou quoi que ce soit. La même chose qu'on a fait avec les partis politiques, on a dit, ok, vous voulez la démocratie? D'accord. On vous la donne. On vous la donne. Au nom de ça, on va avoir tout type de partis politiques. Et donc, dans ce flou-là, on ne sera pas le bon vin du mauvais, le bon grain du mauvais. Et voilà, ça nous sert. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Malheureusement, pour nous, c'est exactement ce qui se passe. Par contre, nous, on a intérêt à ce que ça change. Et pour que ça change, il faudrait qu'on se forme. Pour que ça change... Et qui doit mener ce combat? C'est le journaliste lui-même? C'est la corporation? Ce sont nos syndicats? Ce sont nos associations? Parce qu'il y a quand même l'association de la presse sportive qui est quand même là. Est-ce qu'il faudrait en attendre plus, justement, au niveau de l'AJSC, par exemple? Oui, mais Lydie... là encore, il y a un problème. C'est qu'en France, je ne trahis rien ici pour le dire, ils ont un régime de pairs qui fait que ce sont ces gens-là qui donnent le ton. Quand vous avez un monsieur comme David Pujada, qui a tenu pendant longtemps France 2, au niveau de l'information, du moins représentant, et qui a montré que ce soit au niveau du peuple et au niveau des professionnels ce qu'il incarne, il est évident que quand il revient dans la profession... France 2 ou TF1 France 2, David Pujada. TF1, c'était plus Patrick Poivre d'abord. France 2. Quand vous revenez au niveau de la profession et que vous dites quelque chose, il y aura toujours un préjugé de ce que vous dites. Quelque part, c'est ça.
la question aujourd'hui, c'est... Moi, je ne veux pas entrer dans les problèmes personnels, mais la question aujourd'hui, c'est qui sont ceux qui détiennent ces associations, ces syndicats spécialisés? Est-ce que c'est des personnes qui sont suffisamment représentatives pour qu'elles puissent notamment rassembler? C'est ça aujourd'hui la question. Et là, moi, je ne me limite pas que dans le sport. Je vais dans le global. C'est-à-dire, n'ayons pas peur des mots, il y a le SNJC. Parce que la GSC, c'est le sport, mais il y a le SNJC. Est-ce que les gens qui sont autour sont suffisamment représentatifs pour fédérer? Et est-ce que ces gens doivent être à vitam aeternam là? Non. Il y a des gens qui doivent arriver. Moi, ça me dérange que depuis plusieurs années, quand j'allume ma télé et que je mets le 20h de notre télévision nationale, il n'y a qu'une seule dame qui présente le journal depuis des années. Comme Pujada, non? Oui, mais pas... Par exemple. Non, attention. Il faut un visage, genre, attention, vous ne bougez pas les gens. Fait plus de 20 ans. Moi, je ne juge pas. On ne bouge pas les visages de 20 ans comme ça. Je ne juge pas. C'est le 20h. Juste une chose, Didier. Juste une chose. Ce que je dis est vérifiable. En France, parce que ça semble être notre miroir, ceux qui présentent le journal pendant des années, il y a des taux et des enquêtes qui permettent de savoir, parce que généralement l'opposition ici c'est d'un côté France 2, de l'autre côté TF1. Donc, comme ça passe au même moment, on fait des enquêtes pour voir celui qui a le plus de taux d'audience. Et quand ça ne va pas, vous sautez, vous dégagez. C'est pour ça que Pujadas n'est plus sur le groupe France Télévisions, mais il est passé du côté du groupe TF1. Et vous savez pourquoi Patrick Poivre d'avoir parti? Non, lui c'est personnel. Là c'est plus politique. Il a eu des problèmes avec Nicolas Sarkozy. Non, ça c'est plus politique. Mais tous ceux qui aujourd'hui ont été aux 20h depuis un bon moment, c'est lié sur des chiffres. Quand ça ne donne pas, on vous dégage. On ne vous laisse pas là parce qu'on vous aime. On ne vous laisse pas là parce que... Et c'est ce fonctionnement qui nous donne souvent le sentiment. Parce que moi, je les fréquente et je suis persuadé qu'ils ont un niveau exceptionnel. C'est ce fonctionnement qui nous donne généralement le sentiment que ceux de la presse privée, comme vous dites, sont meilleurs. Parce qu'évidemment, c'est un fonctionnement, quoi, Didier, c'est un fonctionnement de fonctionnaire. De celui qui sait qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire. De celui qui sait que peu importe ce que je fais, je serai à la présentation du 20h. À quel moment ça va susciter en vous l'envie de vous surpasser, quand vous ne sentez pas le danger? Pourquoi vous allez vous surpasser? Ceux de la presse privée, c'est parce qu'il y a l'enjeu financier. C'est pour ça que vous avez le sentiment qu'il y a un léger quelque chose. C'est parce que si je ne le fais pas, déjà on est dans un milieu précaire. Donc si je ne me bats pas comme je peux, mais quelqu'un va prendre ma place, je deviens quoi? Mais ailleurs, on les maintient. Et c'est pour ça que France Télévisions, TF1 à l'époque, a été privatisé. Parce qu'on a compris qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Quand vous maintenez quelqu'un pendant des années aux 20 heures, la remise en question, vous voulez que la personne puisse... Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est une question de fidéliser aussi le téléspectateur. Lydie, juste une seconde. Vous présentez très bien votre mission. Mais j'ai la naïveté de penser que le jour où on va vous remplacer d'ici, on va mettre quelqu'un d'autre. Ce public va s'habituer à cette personne si elle a un minimum de performance. Logique. Bon, puisqu'avant, moi, il y avait quelqu'un d'autre. Effectivement, c'est pour vous dire que la notion de fidélité par rapport au public est une notion relative. C'est la notion de performance qui doit primer. Et donc, pour que quelqu'un soit performant, il faut minimalement que quelqu'un sente qu'il y a un challenge. Or, vous ne suscitez sur le plan managérial à aucun moment la notion de challenge lorsque quelqu'un sait. C'est la même chose qu'on dit chez les joueurs quand on dit qu'ils ont des titres fonciers, ce sont des sénateurs. Pourquoi on peut le dire là-bas et ne pas le dire chez nous? C'est-à-dire que vous maintenez quelqu'un pendant des années sur place, mais à un moment, lui-même, il va sentir que c'est la routine. Il va avoir l'impression qu'il peut tout faire. C'est-à-dire qu'il a même le droit de faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il n'a pas cette fameuse théorie du danger. Et c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui dans notre métier. C'est-à-dire ceux qui sont là à la tête de ces structures d'associations sont là depuis longtemps déjà. Et il faut se questionner, est-ce que ces personnes-là sont représentatives aujourd'hui? Est-ce que quand elles se placent devant un jeune qui commence, elle représente quoi? Elle vaut quoi? Est-ce que le jeune s'identifie à ces personnes pour que lui, il ait le sentiment que quand il dit ceci, ah, c'est quand même Lydie Makeda qui a parlé tous les jours, ça vaut ce que ça vaut, on peut le dire ou pas, tenir une émission de débat, ça se prépare, il faut avoir le carnet d'adresse et tout. Donc, pour qu'elle soit quand même là depuis un certain nombre, oui, le garçon, il se dit, oui, je vois, et c'est visible. Mais quand vous mettez des gens qui... Vous attendez à quoi, Lydie? Vous attendez à ce que ça soit géré comment?
Vous attendez à ce que ce soit géré comment? Quand vous mettez des gens qui, parfois, n'ont même pas eu une formation de base. Parce que vous pouvez avoir des difficultés à transmettre, c'est une chose, mais il est quand même nécessaire d'avoir la formation de base. Combien de journalistes, je suis désolé, sont passés par une école de journalisme? Et ceux qui ne sont pas passés par là ont tendance à avoir ce complexe, à dire que, mais est-ce qu'on a besoin de ça pour être... Je suis désolé, voilà. C'est le b.a.-ba, c'est indispensable. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver avec M. Didier Yinkwa autour d'un plateau de débat, mais du fait de son intelligence, mais il va être capable d'entrer dans ton domaine. Et je suis désolé de dire à Mondo Vision de te dire exactement comment ça fonctionne. Et de te dire comment ça fonctionne parce que tu n'as pas la théorie, tu n'as pas la base. Tu es venu, tu as appris sans avoir la base. Et malheureusement, c'est cette catégorie de personnes qui sont en bon nombre dans nos plateaux télé, radio et qui tiennent les rédactions ou du moins qui sont dans des rédactions. Ce n'est pas un problème. Peut-être tu n'as pas eu l'argent pour aller te former. Mais à un moment, quand tu en as l'opportunité, va dans une école de journalisme, tu apprends ton métier. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais nous, on souffre déjà de ce complexe. Et on refuse que celui qui a appris puisse venir nous dire comment ça se passe, sous prétexte que nous, on est rédacteur en chef dans une chaîne comme RSI. Il ne faut surtout pas que, comme je n'ai pas appris, le petit qui arrive là, qui sort de l'école, vienne me dire comment ça se passe. Non, il est un petit, il doit attendre. Ce sont donc ces situations-là qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas juste s'enfermer dans la précarité. Le plus brillant, ou l'un des plus brillants journalistes de sport aujourd'hui, n'est pas... Aujourd'hui, au moment où on se parle, n'a pas forcément fait la CATV ou le poste national. Les plus brillants, pour ne citer que ceux-là. Mon actuel patron, par exemple, n'a pas fait CATV. Mais à un moment donné, il a été considéré comme... Ces petites classes là-bas, voilà. Formation, quand il fréquentait encore... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas fait ses faits d'armes à l'État. Voilà, ça veut dire que tu peux être dans la précarité, mais ce n'est pas une excuse pour être un bon journaliste. Mais pour que tu sois un bon journaliste, il faudrait que tu aies envie d'être un bon journaliste. Et ça passe par la formation. À partir du moment où tu es formé, on t'apprend à être un bon journaliste. Et donc, du coup, même dans la précarité, tu essaies d'être un bon journaliste. Mais évidemment que si tu n'as pas eu la formation, évidemment que si tu es arrivé là, parce que c'était difficile, quand tu as fait droit au gymnase, d'avoir un peu de place dans l'avocature, tu y arrives et tu te dis... Bon, moi, je vais être accroché à la botte de quelqu'un qui passe autant à me financer. C'est plus facile. Tu préfères passer par des raccourcis. C'est ça nos problèmes aujourd'hui, Lydie. Et j'insiste, je ne donne pas de leçons. J'ai juste donné mon avis. Est-ce que c'est un peu la même perception, Didier? Moi, je pense que vraiment, rarement j'ai rencontré un journaliste faire une analyse aussi poignante. C'est-à-dire que vraiment, je suis... Vous avez vu, moi, je l'ai écouter religieusement parce qu'il pose un problème réel. Et puis, il ne va pas se faire seulement des amitiés. Parce que ce qu'il vient de dire là, c'est ce que nous vivons. Tout à l'heure, lorsque vous m'avez passé la parole, moi je n'aime pas trop parler des métiers des autres. Mais en tant que consommateur, j'ai quand même le bon sens, le sens du discernement. Savoir ce qui est bon du mauvais, la bonne graine de l'ivraie. Moi, j'ai dit que la presse s'est laissée envahir par des... Je ne sais pas si je vais les appeler des comédiens. Monsieur, tout le monde. Tout le monde peut être journaliste au Cameroun. Vous comprenez? Et moi, je n'accuse pas l'État ou bien le pouvoir central qui en profite, comme il a si bien dit. Vous comprenez? L'État central ne voudrait pas avoir un quatrième pouvoir fort. Mais moi, je pense que l'une des responsabilités de cette situation revient peut-être aux promoteurs des médias qui sont obligés, parce qu'ils ne sont pas prêts à casser la tirelire, à bien payer, sont obligés d'aller chercher les flingueurs, soit dans leur village, soit dans leur quartier, pour venir évidemment rivaliser les meilleurs. Vous comprenez? Parce que lorsque vous êtes un patron de presse, vous êtes un capitaliste. Vous êtes un capitaliste. Votre problème, ce qui vous intéresse, c'est les annonceurs. Et une fois que vous avez les annonceurs,
un gars qui a été à l'école, qui a fait une très bonne formation, et il n'est pas prêt à se laisser payer à la monnaie de singe. Ouais. Maintenant, pour le mettre en concurrence, vous prenez quelqu'un qui est prêt à accepter la monnaie de singe. Même si le résultat ne sera pas Ce n'est pas leur problème. forcément, Tant qu'il a ses amis dans les entreprises qui peuvent lui donner, qui peuvent être des annonceurs, le reste, il s'en fout. Voilà l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qu'il a bien analysé. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, je pense que la presse doit s'organiser. Patrice Charodo a dit que les médias sont des manipulateurs manipulés. La presse aujourd'hui souffre aussi des lobbies capitalistes. Ah ben oui. Et ça, c'est partout, hein, partout dans le monde. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec certains journalistes qui m'ont dit qu'il n'y a pas qu'au Cameroun où les médias sont des manipulateurs. Vous avez des médias qui ont toujours des soutiens, des groupes financiers occultes, comme il a dit. Vous avez toujours des gens... ce qui fait que les journalistes sont peut-être indépendants, mais pas neutres. Et les gens se cachent derrière ce qu'on appelle la ligne éditoriale pour faire du n'importe quoi. Et puis, ça plombe le métier. Qui est journaliste au Cameroun? Ça, c'est une question qu'on doit se poser tout le jour. On sait que pour être avocat, il faut avoir au moins une licence, passer 2 ans dans un cabinet, et puis passer le concours. On sait que pour être médecin, c'est 6 ans. Mais pourquoi pour être journaliste, tu dois échouer partout et te retrouver maintenant comme une baleine dans ce corps-là? Tant que tu es... Je pense que le corps doit faire son introspection. C'est les pères qui doivent dire que non, à un moment donné, ça va. Ça va. Et si vous parvenez à faire le distinguo entre le bon et le mauvais, je ne comprends pas pourquoi même la presse privée n'aura pas des journalistes bien payés. Oui, parce qu'on ne va pas mettre sur un même piédestal un gars qui a fait l'école et puis un tout venant. Vous ne pouvez pas. Et moi, je pense que si vous attendez que l'État central ou bien le pouvoir central vienne vous organiser, il ne vous organisera pas. Il ne vous organisera pas parce que si vous organisez, vous serez fort. Et on n'a pas besoin d'une presse forte. On a besoin des médias qu'on peut manipuler à dessein. Donc c'est à vous de vous organiser. Parce que c'est une question de rapport de force en présence. Si vous vous organisez bien, je suis convaincu que vous aurez les mêmes annonceurs peut-être que la CRTV. Et l'État sera obligé d'augmenter la cagnotte de l'aide à la presse. Mais Didier, c'est pour ça que je disais à Lydie tout à l'heure que moi, j'ai jamais, d'ailleurs j'ai beaucoup d'amis de ce côté-là, moi je ne me tiens jamais en opposition par rapport à eux. Parfois même... Non, ce n'est pas une opposition, eux n'ont pas de problème. Parfois même je les plains un peu, hein, Didier, parce que je vais peut-être te révéler quelque chose qui n'est pas perceptible. C'est souvent quand je discute avec certains parmi eux, parce que moi, personnellement, Lydie, je me considère d'abord comme journaliste, parce que j'ai eu une formation. Et il y en a qui sont partis de la presse privée. Hein. Voilà. Donc, on a aussi beaucoup recruté. Voilà. Pour dire que la presse privée n'est pas n'importe quoi. Quand je discute souvent avec eux, moi, je les plains parce que ils font plus, quand même quelque part, acceptons-le, de la communication institutionnelle que de l'information. Et imaginez, vous êtes un jeune, vous sortez de l'ESTIC ou d'une école de journalisme, vous êtes recruté, ça reste la chaîne ou la télé de votre pays. Tout à fait. Et parfois, vous voulez parler de la société, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a la ligne éditoriale. Donc, de la même façon, ça s'impose chez nous, du privé, ça s'impose chez eux. Et vous imaginez que c'est difficile de vivre dans... Quand vous avez vraiment envie de faire de votre métier. Donc, parfois, il m'arrive Enfin, il y a des questions que tu ne peux pas soulever, même en sport. Là-bas, chez mes amis, là, par rapport à chez nous. Que tu n'es pas libre, c'est-à-dire tu n'es pas libre de venir, tu fais ton conducteur d'antenne, comme il dit là, tu décides que tu vas mettre tel sujet de sport sur la table. Et la preuve, n'attends pas de la CRTV qu'il vous parle par exemple du bilan du CHAN et la CAN. Ah ben oui. Donc c'est pour dire qu'il y a ces lignes éditoriales-là qui fait que, parfois même par rapport à eux, c'est-à-dire ce qu'eux, ils gagnent peut-être dans le confort financier et que nous nous perdons. Je trouve que nous, on a plus de marge de manœuvre dans la liberté d'aller, nous, on veut, professionnellement, par rapport à eux. Hein.
par rapport à eux. Et je n'apprends rien quand je dis que, attention, un breaking news, là-bas, il faut que ça vienne de très loin. Tu peux pas, c'est pas juste le directeur de l'information ou le responsable de la rédaction qui va se lever un matin vous dire qu'il y a eu une situation forte. Il faut s'asseoir pour faire un breaking news. Il faut passer par tel ministère qui remonte à tel endroit. Même à la présidence. Voilà, c'est lourd. C'est difficile dans ces conditions-là d'exercer. Donc il ne faut pas croire que c'est facile. Même pour eux, ce n'est pas évident pour eux. Moi, je discute avec eux et ça, je comprends ça. Donc c'est le contexte global qui est mauvais, c'est le fait de laisser, notamment pour le privé, je pense qu'en termes d'entrepreneur, parce que celui qui vient mettre sur pied une entreprise de presse, ce n'est pas forcément un journaliste. Ça peut être quelqu'un qui est... voilà. Mais la difficulté ici, c'est de laisser donc quelqu'un venir dans le milieu, comme tu disais, comme ça, parce qu'on est sur régime de déclaration, sans s'assurer que au moins sur 6 mois ou sur 1 an dans son business plan, il peut payer les journalistes, même s'il n'a pas d'entrée. Que sur 2 ans, il peut amortir ci, il peut amortir ça, c'est-à-dire qu'il y a une réelle économie de presse. Ça manque considérablement. Et puis, je pense que c'est Lydie qui disait qu'on va en parler, parce que l'autre chose aussi, que je trouve étroitement liée sur cette question de la précarité dans laquelle ils exercent aux journalistes, notamment de sport, c'est l'environnement de la publicité. Parce que les deux sont liés. Je rappelle quand même qu'en 2007, il y avait, le législateur avait fixé un cadre bien précis qui permettait de faire en sorte que la publicité arrive sur des chaînes de télé comme STV ou ailleurs. Mais personne ne respecte ça au Cameroun. Tu me donnes la publicité, si par exemple je suis à RSI, selon que tu es responsable de la communication d'une boîte et que nous sommes amis. Parce que de toutes les façons, comment toi tu fais, Didier, si tu es responsable de la communication d'une boîte, pour savoir qu'à RSI, il y a une audience par rapport ailleurs. À STV. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Donc ça reste quelque chose de purement subjectif qui fait la différence. Disons-nous les vérités, il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a pas un sondage qui me permet de me dire moi-même que, ok, quand je fais une émission par exemple à RSI, j'ai tel nombre d'audiences. Donc sur la base de quoi un gars qui a une campagne communicationnelle et qui est responsable de la communication d'une boîte décide que je vais aller voir Georges Muvet pour lui donner. Non, c'est sur la base de ce que je suis son ami. Si je ne suis pas son ami, il n'aura jamais ma publicité. C'est tout. Je pensais que le numérique allait nous sauver. Parce qu'au moins, en étant sur le numérique, tu peux chiffrer, quand une émission passe en direct, le nombre de personnes. Et donc, ce malin qui est responsable de la communication d'une boîte, qui va aller dire à l'entreprise que... On dira aussi que non, il y a les moyens de booster des vues sur Internet. C'est pas toujours la réalité. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi, Lydie. Sauf que, au moins là-bas, tu peux chiffrer. Contrairement à ce qui se fait actuellement. Parce que ce qui se fait actuellement, n'ayons pas peur des mots, c'est du copinage. Je te donne la publicité parce que je suis ton ami. Si je ne suis pas ton ami, je te donne pas. Je ne vais pas savoir si tu as des bons journalistes, ça va. Si Lydie fait un bon travail, si elle est bien un bon journaliste, si son émission cartonne, c'est pas ça mon problème. Mon problème, ce sont nos intérêts. Je te donne la publicité, tu ne parles jamais mal de mon entreprise. Au jour où j'entends que l'un de tes journalistes, et je suis capable, mais combien parmi nous, Lydie, ont perdu leur boulot juste parce que quelqu'un a commis l'erreur d'aller parler d'une entreprise. Pourtant, il ne faisait que son métier dont il ne devait pas parler. Et on a appelé son patron. Combien? Et on a appelé son patron. On a dit, le monsieur qui est là-bas, ou la dame qui est là-bas, je ne veux plus jamais qu'on puisse avoir à l'antenne, qu'elle dégage. On comprend qu'il y a beaucoup de défis quand même à relever encore. Donc c'est l'occasion justement, l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse que beaucoup de défis interpellent encore la presse sportive. Georges l'a parlé, problème de formation. Didier Yimko l'a relevé aussi. La précarité, pour parler de l'environnement. Il y a aussi un problème de financement, la redistribution des recettes publicitaires, etc. Voilà, donc quelques autres difficultés qu'on a notamment relevées au cours de cette première partie du débat consacrée justement à la presse sportive au Cameroun, pour la simple raison que nous sommes dans un magazine de sport. On va maintenant aborder l'autre seconde thématique en rapport avec la célébration, la dernière célébration de la fête du travail. C'était le 1er mai dernier. Et par rapport au 1er mai, on interroge aussi, Jérôme Bango, l'environnement du sportif
professionnel, si on peut le dire ainsi. On sait par exemple que ce soit au handball, que ce soit au volley, au rugby, au football, comme on a pu le voir ces derniers jours. Il y a beaucoup de grincements dedans. Des salaires impayés, des tensions entre présidents, syndicats, etc. Et ce qui m'amène justement à vous demander de manière globale, comment est-ce que vous voyez le sportif ici au Cameroun? Est-ce qu'on peut véritablement dire que l'athlète, donc celui qui pratique le sport, a véritablement un métier dans notre pays? On va peut-être rappeler que d'après Wikipédia, un sport est dit professionnel lorsque ces pratiquants vivent de leur activité sportive. Est-ce que c'est un peu le cas dans notre pays? Est-ce qu'il faut dire que le sportif vit de son métier? Personnellement, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que tout simplement, il faudra déjà dire que ceux ou alors celles qui ont accepté pratiquer le métier de sport au Cameroun, c'est déjà être courageux. En fait, c'est parce qu'ils ont une visée, ils ont un objectif, c'est plus tard aller à l'Hexagone et avoir peut-être là-bas de ce côté-là mieux qu'au Cameroun. Mais il faut tout simplement dire qu'au Cameroun, c'est très très difficile. Je prends le cas spécifique du football parce que lorsqu'on dit football professionnel, on peut compter le nombre de clubs qui essayent d'entrer dans le cadre professionnel. C'est-à-dire que le football, utiliser le footballeur comme celui-là qui exerce son métier et qui à la fin attend un salaire, une rémunération. C'est difficile. On ne veut pas atteindre d'autres métiers de sport tels l'athlétisme, tel le handball, tel le volleyball, etc., la natation et autres. Simplement qu'au Cameroun, ceux qui s'en donnent à être des sportifs sont la plupart du temps accompagnés par des familles. Et avec pour espoir un lendemain meilleur lorsqu'on a pu traverser la Méditerranée. Donc, simplement, c'est très difficile, très difficile. Certaines personnes essayent d'apporter quelque chose dans ce milieu, mais jusque-là, ça n'arrive toujours pas. Mais c'est tout petit peu ce qu'on parlait des presses tout à l'heure. Lorsque, au niveau des sports, il n'y a pas des annonceurs, il n'y a pas des mécènes, jusque-là, le professionnalisme ne pourra pas. Parce qu'il faut dire, être professionnel, c'est exercer un métier rémunéré. Est-ce que vous comprenez, je vous interromps pas, est-ce que vous comprenez un peu, pour faire aussi corps avec l'actualité, quand vous parlez de foot, il y a un instant, on sait qu'il y a un championnat, la MTN Elite 1, MTN Elite 2 qui est là, et que, par exemple, la fédération avec le président actuel, Samuel Eto'o, a donc décidé de prendre un certain nombre de charges qui incombaient avant au club, mais qui jusqu'à là, on entend toujours parler de problèmes de salaires impayés, de menaces de grève et de rétropédalage. Les présidents vont toujours se plaindre parce que la plupart des présidents actuels, si on veut simplement prendre le cas espèce du football, comme je le disais tantôt, demandent une très grande formation. Pour moi, viennent comme des aventuriers. Parce qu'il faut dire, pour être président d'une équipe, il faut être déjà... une équipe de football, c'est une entreprise. Il faut déjà avoir ses capitaux propres. Il faut déjà savoir sur quelle durée le championnat pourra exister, le salaire des joueurs, des encadreurs et de tous ceux qui entourent l'équipe de football, les kinés, etc. Vous ne pouvez pas être président d'une équipe et voilà, se plaindre tout de même face aux joueurs qu'on attend des subventions qui viendraient de la fédération ou alors de l'État. Il faudra déjà avoir ses propres capitaux. Je prends tout simplement un exemple simple. Moi, j'arrive à Saint-Étienne via le canal de l'école de football de Brasserie. À l'époque, lui, Nicolas, papa, c'est lui qui est président de l'équipe. Il a quelques entreprises, des entreprises dans le bâtiment et dans l'hygiène et salubrité. Lorsque vous êtes ce genre de personne, vous pouvez gérer une équipe. Vous ne vous levez pas un matin, vous aviez peut-être quelques baux ou bien quelques maisons en location et que vous estimez que là, vous pouvez gérer une équipe. Non, gérer une équipe, il faudra avoir suffisamment de moyens pour pouvoir prendre charge de ceux qui exercent le métier. Maintenant, c'est tellement bloqué parce que je dis toujours, lorsqu'on n'a pas pu former ceux qui sont à la tête des clubs, les acteurs souffriront toujours.
Parce que la plupart du temps, on parle des footballeurs. Le président a deux choix. Soit de s'occuper en partie des joueurs clés de l'équipe et de l'entraîneur, soit de s'occuper uniquement de l'entraîneur et les joueurs, en partie les joueurs en prennent un coup. Donc voilà un tout petit peu... Les joueurs qu'il a recrutés. Les joueurs qu'il a recrutés. Vous pouvez parce aussi que... ne pas recruter si c'est pour les mettre dans des conditions... Oui, parce que sinon, quelle est la raison de la grève de temps en temps? C'est parce que les subventions ne sont pas arrivées. Je prends un exemple aussi par bas que celui-là, le cas de mon ami Noudjoka, il était avec l'aide de l'Onkosamba. C'est ses moyens, c'est ses capitaux. Je ne sais même pas si en ce moment, il y avait les subventions de l'État. Donc vous ne pouvez pas être aujourd'hui à la tête d'une équipe de football et attendre les subventions. Certes, que l'État du Cameroun, à un moment, a donné ses discours et autres. Mais je dis, lorsque vous n'allez pas vous faire accompagner par des mécènes pour capitaliser, pour ajouter un tout petit peu un budget conséquent dans celui que vous possédez, il sera vraiment difficile. Quel mécène va accepter avec des clubs qui n'ont même pas une boîte postale? En ce moment, qui souffrira, c'est l'acteur principal, c'est les joueurs, c'est les entraîneurs. Les gars vont dans le football, pas pour le football. Les gars vont dans le football parce que ça leur sert de rampe, ça leur sert de visibilité politique ou bien ça leur sert d'activité commerciale. Là, c'est quand on est président. Mais l'acteur lui-même. L'acteur n'a rien. L'acteur, le joueur, c'est la victime. C'est un brebis égaré. Oui, c'est la victime expiatoire. Vous comprenez? Nous, on a eu la chance de connaître des gens très jeunes. On a eu la chance de connaître des hommes de valeur comme Boussou. Oui, par exemple, Boussou Laurent, de la Dynamo. Kungu Etima, exactement. Le sénateur Ngassa Api, Nanga Compagnie. On a eu des gens qui avaient la passion du football. Peut-être à l'époque, ça ne charriait pas autant d'argent comme aujourd'hui. Mais il faut avoir le courage de le dire. L'instant fêtière de notre football, il est pour beaucoup aussi. L'entropie créée par l'instant fêtière, la FECAFOOT, il est pour beaucoup. Tout simplement parce que ce désordre a beaucoup profité aux gens qui étaient installés à Tinga. Vous comprenez? Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o arrive avec une autre vision. Est-ce que même ces clubs-là, est-ce qu'on peut parler du professionnalisme au Cameroun? Pas encore. Ils sont 1000 fois moins amateuristes. On a dit qu'il y a un championnat professionnel. Ils sont 1000 fois moins amateuristes. Elite 1, Elite 2. Vous comprenez? Donc les gars sont là pour autre chose, pas pour le football. On a eu ces gens-là. Après, il y a une génération qui est partie. Il y a une deuxième génération qui est arrivée. Et puis, il ne faut pas aussi oublier la démocratie, le multipartisme. Il y a eu des créations, des petits clubs, tout simplement parce que les gens avaient besoin de la visibilité. Et ça a plombé la vision que le football devait avoir, c'est de véhiculer un certain nombre de valeurs. Mais tout ce qu'il y a comme vice, vous les trouvez dans le football. Vous avez des prédateurs qui ont pris notre football en otage. C'est pour ça qu'il y a un combat. Ça a été combattu. Mais heureusement que lui-même, il n'est pas un agneau, il n'est pas un enfant de cœur. Il sait là où il est parce qu'il y a été pour longtemps. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait des joueurs, des sportifs de haut niveau, oui. Bien, mais est-ce qu'ils ont un statut? Je vous cite combien de joueurs sont morts misérables, combien de sportifs sont morts au Cameroun misérables. Prenez Bessala. Prenez par exemple Onana, qui était à la Coupe du Monde, à l'Arc central. Vous savez comment ces gars-là sont morts? Il dit, tu es mieux placé pour moi pour savoir que ce que le football a donné en termes de visibilité au Cameroun, la diplomatie ne l'a pas fait. Mais en retour, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien en retour. Ces gars-là n'ont pas d'avenir. J'espère. Peut-être avec le Sinafop. Et j'ai vu Samuel Eto'o dernièrement avec le DG de la Caisse nationale de prévention sociale. J'espère que pour nos jeunes qui ont choisi le métier de football, comme vous avez choisi le journal, j'espère qu'on sortira de l'auberge. Mais vraiment, la situation est catastrophique. Catastrophique. Ces présidents de club, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est vrai qu'il y a toujours parmi eux des bons, mais il y a aussi parmi eux des prédateurs, dont je ne voudrais pas les citer, vous les connaissez mieux que moi. Dernièrement, j'ai discuté ici avec John, il parlait de Vincent, il a parlé. Lorsque vous m'avez invité
pour cette émission, j'ai pensé à un débat que j'ai eu avec lui ici. Il se posait là déjà la question sur l'opportunité de créer un championnat de 25. Je ne sais pas s'il il se rappelle. Je crois que j'étais aussi Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, j'ai la faiblesse de lui donner raison. Parce que c'est un désordre terrible. Vous comprenez? On abandonne les joueurs dans les hôtels, alors que la FECAFOOT a décidé de prendre en charge l'hébergement, la nutrition. C'est des coûts. Mais malgré ça, les mêmes présidents en demandent. Certains vont même plus loin en disant que ça m'est au doigt donné parce qu'il y a MTN qui a versé de l'argent. Mais ils oublient que si MTN est venu, c'est parce que c'est grâce à l'entendant de Samuel Eto'o. La même MTN était partie. Donc vraiment, il y a, je ne sais pas, peut-être avec le temps, Samuel Eto'o pourra bien arranger le sport, le football. Mais pour le moment, on est vraiment pas très loin de l'hécatombe. Voilà, pour le moment, on n'est pas dans un championnat professionnel. Non, c'est pas professionnel. Si on s'en tient à vos propos, non, oui, Georges. Non, moi, je pense que... Moi, les questions aujourd'hui qui ont trait au football, je parle avec beaucoup plus de retenue aujourd'hui parce que on est parti pour souffrir pendant un bon moment. Il vaut mieux garder le souffle et l'énergie parce que si tu pour souffrir comment? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés, d'autres problèmes qui se sont rajoutés par rapport à ce qu'on voit, on observe sur le terrain depuis des années? Mon père, parce que je n'étais pas encore à cette époque, est très souvent nostalgique de l'époque Canon, Tonnerre, Union, la belle époque. La majeure partie des joueurs qui peuplaient ces équipes-là étaient employés dans des sociétés camerounaises qui appartenaient à l'État. Le FMI est venu, on a dû privatiser. Et donc, vous avez vu que récemment, la seule équipe qui parvenait encore, c'est celle qui était encore accoutée sur une entreprise d'État. Mais quand c'est devenu difficile, ça tangue, c'est coton, avec la soda. C'est parce que ce modèle, à cette époque-là, marchait. Mais aujourd'hui, il ne marche plus. Il ne peut plus marcher. Le seul modèle qui marche est un modèle universel. Mais personne... Le sujet dont on parlait tout à l'heure est traitement lié au sujet que vous évoquez maintenant. Qu'est-ce qui finance le sport de nos jours? Des sponsors. Non, des sponsors, mais c'est à travers quelque chose. Pardon, c'est à travers les médias. C'est les médias qui achètent les droits TV, qui prennent l'argent, qui partent voir les ligues de football ou de basketball et donnent de l'argent pour diffuser le produit. Et c'est cet argent qui est repris et redonné au président des clubs. C'est le principe. Et eux, ils récupèrent l'argent à travers des émissions spécialisées où les entreprises viennent communiquer. C'est ça la chaîne aujourd'hui. C'est le meilleur modèle parce que si vous allez là au JICAM, Siming l'a fait plusieurs fois lorsqu'il était président. Ça n'a rien donné. Vous n'allez jamais avoir l'argent. Jamais. Aucune entreprise viable ne va venir, comme Didier disait, va venir mettre son argent dans ce genre de choses. La rentabilité, c'est quoi? C'est quoi l'audience? Quelle est la garantie qu'il a qu'il y aura des gens au stade? La meilleure visibilité, c'est l'écran. Par contre, si aujourd'hui, une grande entreprise arrive, une grande entreprise médiatique arrive, que nous tous nous connaissons parce que beaucoup s'abonnent chez eux, et vous donne de l'argent que vous allez redistribuer au club, vous allez voir que toutes ces entreprises-là, dans les émissions spécialisées, vont aller communiquer. Ça se fait en Côte d'Ivoire, où ils ont pris en charge de diffuser le championnat de la division. Les gens viennent communiquer. C'est cet argent dans des émissions spécialisées où les entreprises viennent communiquer, qui prennent, ils achètent les droits à la fédération et la fédération redistribue au président du club. Parce que je crois qu'on confond un peu. Le président du club agit dans la logique comme un manager. Le club ne doit pas lui appartenir au président du club. Le club doit appartenir à un groupuscule de personnes. Lui, il doit être le gérant. Mais chez nous, il y a d'abord un problème. C'est que le président du club, chez nous, c'est lui qui a le club. C'est lui qui est l'homme à tout faire. Évidemment que si quelqu'un fait son business quelque part et que son entreprise lui a donné de l'argent, il ne va pas à vite en prendre son argent pour venir payer les séances d'entraînement, les primes et tout ça là. Et à un moment, il va rester et se dire que, mais attends, c'est quelle affaire où moi, j'injecte de l'argent et je n'ai pas un retour sur investissement.
Surtout que quand ils viennent... il fallait peut-être étudier le marché avant. Oui, mais c'est pas eux. Oui, mais ils le disent tous les jours, Lydie. Ce ne sont pas eux qui ont réclamé le professionnalisme. Hein. D'ailleurs, les deux institutions qui nous ont le plus, au niveau de la sélection nationale, donné des bons joueurs, n'évoluent pas au niveau d'élite aujourd'hui. L'école de football brasserie du Cameroun et la KSA. Aucune des deux. Est-ce que vous les voyez en première division? Ils sont où ils sont. Hein. Et ils n'ont aucun problème avec ça. Quand ils peuvent vendre leurs joueurs, ils vendent leurs joueurs, ils se font le business tranquillement. C'est l'État qui est venu imposer le professionnalisme dans le football en créant la Ligue. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a ce chantage des présidents de clubs à l'endroit. Vous pouvez vous appeler Samuel Eto'o, mais ils vous font le chantage. Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont des sponsors. En fait, ils viennent vous aider à créer quelque chose. Avoir votre argent. Donc ils ne viennent pas. En fait, ils ont le sentiment que s'ils décident qu'ils arrêtent là, vous n'avez plus rien comme championnat. Et c'est ça le problème aujourd'hui d'Eto'o. C'est ça le problème. Qui diffuse notre championnat? Les chaînes qui diffusent nos championnats ne payent pas. Ne payent pas pour diffuser. Parce que ils offrent une certaine visibilité. Donc en fait, on fait même les choses en l'envers. Moi, j'ai vu une époque ici où il y avait une chaîne qui diffusait nos championnats et qui réclamait que la Ligue reverse un agent parce qu'elle a accepté de diffuser le championnat. Mais j'ai failli piquer une crise cardiaque. J'ai failli piquer une crise cardiaque. Donc le seul moyen, parce que comme je le dis, même si vous appelez Samuel Eto'o, c'est bien, il a ramené MTN, mais MTN ça suffit peut-être pour payer les employés. Normalement, ça devait suffire pour payer les employés de l'Africa Foot, parce qu'il faut les payer. Mais pour permettre au club d'être viable financièrement, c'est qu'il faut absolument avoir des structures médiatiques qui sont des structures importantes et qui pèsent et qui sont capables de décider que, ok, on va aller mettre tel montant sur le championnat et on va acquérir les droits. Et nous, on va récupérer à travers la publicité. Mais comme le milieu de la publicité est bancal et n'arrive pas à financer les médias, par ricochet, les médias n'arrivent pas à financer la FECA Foot, qui n'arrive pas à financer les clubs. C'est la mort. C'est pourquoi je vous dis que j'ai besoin d'énergie. Moi, je peux plus parler aujourd'hui des choses comme ça en étant... Je suis désolé, j'ai besoin d'énergie. En fait, nous, les présidents de clubs sont montés, sont des amis, mais ces gars font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. En fait, parce qu'évidemment aussi, il y a un petit intérêt lié au fait que la FECA Foot est au seul endroit où tu ne peux pas envoyer le consup, tu ne peux pas envoyer la CONAC. Donc, en plus, ils ont des allants politiques. Évidemment, c'est encore un autre socle de pouvoir qui, à un moment donné, par rapport à ton agenda, ça peut t'aider. Mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est ce que je viens de dire. Il faut revenir à un fonctionnement normal. Mais le fonctionnement normal, les médias sont des conditions sine qua non pour que le football camerounais marche. Il faut que les médias soient autonomes financièrement. C'est comme ça partout. Et tant qu'on ne l'a pas compris, ça va être difficile. La seule chose que Samuel Eto'o peut faire là maintenant, c'est trouver des moyens d'aller attirer, dans l'urgence, une structure médiatique importante qui est à l'extérieur et qui pèse. Visibilité surtout. Parce que ce sont surtout eux qui ont les moyens aujourd'hui de venir acheter les droits et pour qu'il ait un agent qui va reverser au club. Parce qu'à l'état actuel, je ne vois pas. Mais est-ce que vous avez l'impression justement que le problème aujourd'hui est pris sous cet angle-là? Non, mais c'est pour ça que je dis que moi j'ai besoin d'énergie. Tout le monde fait le débat. En fait, les gens ont pensé naïvement que... C'est pour ça que moi je fais toujours le distinguo entre Samuel Eto'o, le joueur, l'icône, et le président de la fédération. Les gens ont mélangé tout. Ils ont pensé que Eto'o va prendre son argent, parce qu'il en a suffisamment, pour résoudre tous les problèmes du pays, en partant par... Ce qui n'est pas normal. Et donc les gens se sont dit, comme il arrive, il n'y aura plus jamais de problème. Pourquoi il y a des cas comme Newstar et tout le reste? C'est qu'il n'y a pas d'argent. Il avait promis de leur donner, de doubler la cagnotte. Il a d'abord donné 12 millions. Dans les 12 millions, il y a 2 millions qui sont à l'ailleurs, il y a 10 millions qui sont supposés. Alors pour lui, quand il le disait, il a dit à 3 reprises, je m'en souviens, devant les présidents, payer les salaires des joueurs. Mais 12 millions, il dit, quand tu es un président de club, si en début de saison, avant même le début de la saison, il y a les séances d'entraînement. Chaque séance d'entraînement, tu payes les primes. Il y a ensuite, quand le championnat commence, c'est vrai, on t'a soulagé de l'hébergement, on t'a soulagé d'un certain nombre de choses. Mais tu as des charges quotidiennes qui sont là. 12 millions, ça ne va pas plus loin que ça.
ça suppose que ces présidents de club, depuis un bon moment, pour certains en tout cas, parce que tous ne sont pas des anges, mais pour certains sont obligés de sortir l'argent de leur propre poche pour gérer. La question, c'est à quel moment ils ont le retour sur investissement. À partir du moment où ils n'ont pas un média qui donne la visibilité nécessaire, pour qu'on vienne même te prendre un talent ou deux, ils sont encore obligés de venir vers mon frère ici, négocier certains trucs pour qu'ils trouvent même un point de sortie, même en Algérie, ou pour qu'il ait un petit agent, un petit retour sur investissement sur un joueur. Parce qu'il n'y a pas le média important qui donne la visibilité large pour que les clubs comme en France, en Angleterre, en Italie viennent prendre le joueur. Donc il est à perte. Avant même qu'il ne fasse un business plan, il est déjà dans la perte. Parce que ce qu'il dépense sera forcément plus élevé que le peu qu'il a. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont des sponsors. Et c'est au nom de ça que vous avez l'impression que parfois, c'est comme s'ils s'en foutent, ils sont insensibles des salaires des joueurs et tout ça là. Ouais. Et que même tout étau qu'il est, il a des problèmes face à eux. Donc, tant que les choses ne vont pas sourire. Il faudrait faire quoi alors aujourd'hui? Mais c'est ce que j'ai dit. Jérôme. Moi, j'avais dit ça bien avant. C'est vrai qu'on est dans un championnat pour parler de foot à 25. Oui, tout à l'heure, on parlait du sportif en général au Cameroun. Oui. Et malheureusement, nous avons tellement rapidement embrayé le cas des footballeurs. Et je crois que dans ce domaine, tout simplement, il faut dire, on s'était dit au départ, que pour qu'il y ait football professionnel, il faudrait un peu calquer le modèle de la France. Et pour calquer le modèle de la France, il faut s'appuyer sur un nombre de choses bien décrites. Comme je le dis toujours, vous pouvez être une équipe comme Quevilly en national en France et être partenaire de Monaco. C'est-à-dire, vous savez que les bons joueurs de Quevilly, Monaco les récupère en fin de saison. En contrepartie, donne le matériel, donne un peu d'argent, donne un peu pour que l'équipe essaye de suivre. Là, c'est plus facile. Je dis encore, on est Léopard, on ne doit pas se précipiter pour venir en première division. On a vu ça avec une équipe ici à Bonabéry, une équipe qui n'existe même plus. Le CETEF de Bonabéry, qui était en partenariat avec une équipe belge, l'Okeren. Et dans l'Okeren, il y avait des accords. Le CETEF devait fournir 4 joueurs à l'Okeren en fin de saison. En contrepartie, vous avez du matériel et assez d'argent pour faire tourner l'équipe. Mais si ce n'est pas dans ce contexte, jamais vous n'aurez de l'argent. Parce que nous, en qualité d'argent, je prends par exemple, je viens au niveau de l'Union de Douala, j'observe un joueur. Pour que je récupère le joueur de l'Union de Douala, pour ne serait-ce que donner ici en Arabie Saoudite, c'est la guerre avec le président de l'Union. Parce que le président va vous dire, c'est moi qui lui donne le salaire, c'est moi qui lui donne tout. Mais voilà, mais à quel moment vous voulez, vous, prendre le joueur et pour aller proposer? Alors quand vous faites la demande ailleurs, on avait un confrère qui venait ici dans le plateau, qui aujourd'hui évolue à Oman, et qui de temps en temps demande la proposition des joueurs. Voilà. Et lorsque vous regardez, moi j'arrive dans Off-Stade de Kribi par exemple, je regarde un milieu de terrain que je dois proposer ailleurs. Mais à quel moment Off-Stade de Kribi est prêt à te donner la libération du joueur pour qu'il ait l'intention? Dans ce cas, c'est à ça d'affausser la donne. Je reviens donc au contexte, je dis, ok, vous êtes au risque des Douala, vous ne devez pas chercher la montée. Vous cherchez un club partenaire en élite. Il faut que les clubs vous cherchez les partenariats. Oui, mettre leur ambition. Oui, automatique. Je disais ça ici l'autre jour. On peut décider que par région, il y a 10 régions. En élite, on a un club par région. Qu'ils aillent se trouver des solutions là-bas. Ils s'arrangent à être un. Il y a un club. Ça réduit les coûts et ça nous permet déjà de gérer ce qu'on peut gérer. Si ça ne va pas, revenons au football. Les brasseries et l'Acadie. Ils ne sont pas. Voilà. Mais ils ont la meilleure politique de vente des joueurs. Mais vous avez des équipes qui ne peuvent pas déjà transférer des joueurs, mais qui veulent toujours être en élite. Moi, je dis que, par exemple, je suis venu avec le même projet dans le Léopard. Je dis, OK, si vous avez le vert blanc, vous cherchez un partenariat, soit dans l'Union, soit dans le Coton Sport. Coton Sport est semi-professionnel déjà. OK, les meilleurs joueurs de Léopard, on peut les transférer à Coton. Coton va se charger, puisque au niveau des clubs africains, Coton Sport a l'habitude d'être africain. Ça pourra permettre que vos joueurs qu'on a transférés de ce côté-là aient la visibilité et peuvent prendre un bon coup. Mais si ça ne peut pas être dans ce cas, ça serait très difficile. Chacun veut avoir son club et n'ayant pas assez de moyens pour gérer son club, ça deviendra toujours difficile. Oui, personne ne doit décoller. Vous allez dire à la Dynamo de faire fusion avec Puma, c'est difficile. C'est parce qu'il ne veut pas être champion. Il veut vendre 2 joueurs, avoir un paquet de millions
et après, même si ça disparaît, ce n'est pas un problème. Ben, mais au moins, il aura vendu 2 joueurs et il aura eu de l'argent. Voilà. Et parfois même, Voilà il y en a véritable qui signent problème. des contrats avec des intermédiaires où le joueur, chaque fois qu'il quittera d'un club pour aller à un autre club, il continue d'avoir son argent. Et pendant ce temps, il s'en fout de l'équipe. Comment ça fonctionne. Si le club disparaît après, tant pis. De toutes les façons, est-ce que c'est organisé en haut? C'est ce qu'ils vont nous dire. Donc, ce n'est pas à lui de venir organiser votre football. Il a investi son petit argent. À un moment, il dit stop, j'ai suffisamment investi. Je cherche à vendre 3 ou 4 ou 5 joueurs là. J'ai mon retour sur investissement qui me donne même un surplus. Ça va, après le club de ça a bloqué un tout petit peu beaucoup de championnats au Cameroun. Parce qu'il faut dire, j'ai eu la chance d'aller de temps en temps en Europe de l'Est. Il n'y a pas assez de clubs là-bas. En première division, je prends l'exemple du Kosovo, de la Serbie ou alors de Monténégro ou alors de la Macédoine. Vous n'allez pas trouver assez des équipes. Mais le peu des équipes, vous allez trouver par exemple, je prends l'Académie de Pandev. Ça, c'est l'équipe qui appartient à Pandev uniquement, ancien joueur de l'Inter de Milan. Les meilleurs joueurs qui sortent de cette académie doivent être transférés au centre de l'Inter. En contrepartie, on lui reverse de l'argent et l'équipe suivie sans pression. Mais vous allez voir quelle équipe ici au Cameroun vous dit, faites des partenariats, faites ceci, faites cela. Et même quand il y a des partenariats, ils veulent rapidement s'envoler pour qu'eux-mêmes, le président, commence à faire le transfert des joueurs, ce qui sera très très difficile. Donc, tout cela fait que ça bloque, voilà, ça bloque qui est émergent. Parce que tant qu'il n'y a pas de transfert du joueur, pour qu'il y ait entrée de fonds, d'où le président doit avoir un budget de 50 millions. Si on demande à chaque président de l'Elibon au départ d'avoir une carrière de charge, il faut 50 millions et la fédération va vous subventionner un peu d'argent, ils vont prendre cet argent-là. Ils n'auront pas, tant qu'ils n'ont pas fait le transfert des joueurs, il n'y aura pas automatiquement de financement pour permettre à l'équipe de temps en temps, parce qu'il venait de le dire, avant le début du championnat, il y a déjà des entraînements. Comment allez-vous faire pour les effectifs qui n'ont qu'au minimum 32 joueurs, qui ont un staff technique de peut-être 5 personnes, autre chose? Les présidents ne vont pas cracher sur ce qu'ils reçoivent de la part de la fédération. Ils ne peuvent pas cracher. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas directement mettre l'entière totalité de ce qu'ils reçoivent aux joueurs. Ils ne peuvent pas. Ils reçoivent combien? Voilà, de remettre tout ça. Parce qu'en même temps, ils ont leur vie aussi. Ils ne peuvent pas permettre de gérer une saison. Maintenant, il y a ce qu'eux, ils peuvent apporter. Mais le problème, c'est que comme ils ne sont pas des gérants, mais ils agissent un peu ici comme ceux qui ont le club. Ils font beaucoup plus que ce qu'un président doit faire. Et donc, si tu allies les deux sources qu'ils ont, c'est-à-dire le peu qu'on donne de la FECAFOOT et l'argent qu'ils donnent, à un moment, ce sont des businessmen. C'est comme celui qui ouvre sa chaîne de télé ou de radio. Il faut quand même qu'il gagne de l'argent de ce qu'il investit. Donc, le seul moyen, j'insiste dessus, reste le fait qu'il y ait des médias qui soient à mesure d'acheter et que ça soit financé d'une autre façon. Parce que même s'il part au JICAM, c'est même qu'il y est allé plusieurs fois. Aucun ne va accompagner. Tant qu'il ne voit pas l'audience, il ne va pas accompagner. Il ne va pas accompagner. La seule audience, et là aussi, ils ont compris l'affairisme. Oui, bien sûr. Ils ont compris que l'affairisme, oui, des présidents des clubs. Bien sûr. Moi, j'ai discuté avec quelques-uns là-bas. C'est de l'affairisme. Ils ont dit que... Parce que les gars veulent investir dans la durabilité. Les gens ne sont pas là pour 6 mois, 1 an. Les gens veulent investir dans la durabilité. Mais quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas un business plan, il n'y a pas une vision, ils ne sont pas prêts à vous accompagner. Il n'y a rien, il va te donner. C'est l'affairisme. Il va te donner de l'argent. Tu vas mettre... Il vous demande d'abord, avez-vous un siège? Non, il n'y a rien. Quelle est la boîte postale de l'équipe? Quelle est l'adresse email et celle du président du club? Uniquement, tout est au nom du président du club. Oui, il comprend que vous n'êtes pas sérieux. Et s'il vient financer le club, c'est-à-dire il met son truc là, tu vois, sur ton maillot, quelle est la garantie qu'il y a les gens au stade? Donc, si lui n'a pas d'audience, parce que c'est ça en fait, il recherche l'audience. C'est pour ça que la meilleure façon pour lui d'avoir l'audience, c'est de migrer vers la télé, enfin vers les médias. Parce que par essence, c'est là où tu peux avoir l'assurance d'avoir l'audience. Donc, il est prêt, quand c'est utile, à venir donner de l'argent, comme il fait la publicité un peu partout, pour qu'il ait l'audience. Mais pour ça aussi, il faudrait, comme je dis, qu'on structure notre système publicitaire pour que les médias soient en mesure de venir acheter. Ça me paraît que STV, par exemple, achète, ait la capacité d'acheter le championnat de première division et ne pas juste avoir la nuit du sport, mais avoir plusieurs émissions dédiées à ce championnat parce que c'est financé et c'est avec ces talents-là qu'eux, ils partent redonner à la FECAFOOT qui renonce au président de club qui ensuite peuvent régler la situation du salaire des joueurs. Pour terminer, Didier, le sportif au Cameroun n'est pas un véritable professionnel. Non, ce n'est pas une profession.
J'ai eu à discuter avec le ministre du Travail dans une émission télé. Moi, je lui ai dit, monsieur le ministre, nous avons un code de travail qui est un code de travail esclavagiste. C'est-à-dire qu'il donne du pouvoir à l'employeur. L'employeur peut faire de son employé ce qu'il veut. Et il a décidé en direct de m'inviter à Yaoundé. Mais après, il ne l'a pas fait. Il m'a envoyé voir le délégué régional du travail. C'est vrai que je n'ai rien contre le délégué régional du travail. Et la lettre qu'il m'a écrite, je ne lui ai pas dit que j'avais un problème de compréhension des textes. Je n'ai jamais dit ça à monsieur le ministre Grégoire Ouna. Je n'avais pas un problème de lire le code de travail. Moi, je dis que la pratique sur le terrain est une pratique esclavagiste. Pour moi, le 1er mai est la fête du travail indécent. Lydie Makeda, observez très bien, c'est vrai qu'il y a la crise du Nozo, il y a beaucoup plus de motos de Ben Skinner. Il y a beaucoup plus de ces jeunes filles qui font dans le col boss. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois, lorsqu'on les a recrutés dans les sociétés intérim, qui appartiennent souvent à des grosses légumes de la boîte, parce que quelqu'un m'a dit ici un jour, lors d'une émission Casse-sur-Table, qu'il y a une entreprise dont on ne veut pas citer le nom, qui mobilise à peu près 1 milliard de francs CFA par mois pour le salaire. Moi, je lui ai dit que vous êtes journaliste d'investigation, allez savoir ce qui rentre, la quantité qui rentre chez les employés. Vous verrez que ça ne fait même pas 40% du milliard. Parce que le reste, ça va ailleurs dans les sociétés intérim. Donc, j'ai dit à monsieur le ministre que si vous voulez, monsieur le ministre, choisissez 50 entreprises au Cameroun. Vous verrez la vérité. C'est pour ça que je dis que ces sociétés intérim tuent le travail au Cameroun. Parce qu'il est inadmissible que sur un même poste de travail, vous avez deux jeunes travailleurs, vous avez un qui est permanent, qui est couvert par toutes les charges, et vous avez un qui est intérimaire, qui a moins de 40 000 francs de salaire au Cameroun. Et on nous a dit que ce code-là, on l'a fait parce qu'il fallait attirer les investisseurs. Nous étions pris dans les fouches codines des plans d'activement structurel. On ne peut pas revenir aujourd'hui, 30 ans après, même le code garder... du travail, même... Mais c'est la même chose. Voilà, ça ne... Mais c'est la même chose. Si l'environnement de travail est bien organisé, le musicien aura son statut, le footballeur ou bien aura son statut. Les gens ne vont pas mourir dans un misérabilisme satanique. Parce que telle est la situation aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer que des gens qui ont fait rêver les Camerounais au dernier jour de leur vie sur Terre, mais quand même, ça fait honte. Merci beaucoup Didier Yimkoua d'être venu ce soir. Merci à Georges Bimbe ainsi qu'à vous, Jérôme Bango. Erin Gando était à la réalisation. Merci à vous, amis sportifs, de nous avoir regardés comme chaque mercredi soir. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission, c'est vendredi 16h. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies.